Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc on est content aujourd'hui d'accueillir Thomas Ciboulet pour sa conférence sur les frontières dans les Balkans. Il est diplômé de Sciences Po, diplômé de l'INALCO, et il participe au site Les Yeux du Monde. Ouais. Donc je vous conseille d'y aller, c'est très intéressant. Et vous verrez, il s'y connaît très bien. J'ai été à d'autres conférences à Sainte-Geneviève-des-Bois, à l'Université populaire, mais vraiment, il connaît tout par cœur, tous les noms. Par contre, il faut que tu ailles un peu plus doucement. Un peu plus doucement, oui. Non, c'est pas doucement, c'est lentement. Oui. Hop. Merci. Oui, effectivement, alors j'ai pas spécialement travaillé sur les régions du monde dans le monde professionnel. En revanche, depuis que j'ai préparé le concours de Sciences Po, donc depuis que j'ai 16 ans, j'ai lu sur les conflits dans le monde, un petit peu partout dans le monde, notamment sur les Balkans, qui est une des premières régions auxquelles je me suis intéressé. J'ai lu le premier livre à 16 ans, il est dans la bibliographie, parce qu'il m'a énormément marqué, donc c'est vraiment un très bon livre que je recommande. Et c'est donc dans ce cadre que j'ai décidé de proposer cette conférence pour l'Université populaire sur le thème des frontières dans les Balkans. Tac. En introduction, pour comprendre de quoi on parle, les frontières, on va parler de deux types de frontières. Les frontières qui sont physiques et les frontières qui sont socio-culturelles. Alors, le mot est un peu flou parce que c'est déjà deux notions en même temps. On pourrait dire psychique aussi, mais c'est pour parler des frontières qui sont plus dans la tête et qui séparent les communautés, qui ne sont pas du tout la même chose que les frontières physiques. Mais les deux sont importantes dans les Balkans et dans beaucoup d'autres régions du monde. C'est pour ça que j'ai commencé par les géographiques en mentionnant le concept de balkanisation, que vous connaissez peut-être. Quand on parle de balkanisation, c'est pour dire l'idée d'un morcellement des territoires, qui s'est passé notamment dans les Balkans, avec une grande zone qui petit à petit s'est découpée en plus petites zones, puis redécoupée, puis redécoupée, et on a l'impression que c'est un processus qui se fait à l'infini. Ça a été prononcé la première fois en 1919 de mémoire, en tout cas juste après la Première Guerre mondiale, sur les Balkans post-Première Guerre mondiale, on va y revenir là-dessus tout à l'heure. Mais ce que je trouve qui est assez intéressant, c'est qu'en réalité le concept de balkanisation n'est pas du tout propre aux Balkans. Si on prend le Moyen-Orient, les conflits au Moyen-Orient avec la séparation, on en parle depuis un moment, sunnite-chiite, avec les frontières, en 2016 tout le monde disait les frontières dans le Moyen-Orient ne tiennent plus parce qu'avec les accords Sykes-Picot on a tracé une ligne dans le désert et puis c'était une ligne qui était arbitraire, bon. Et ces frontières sont remises en cause. Si on prend toutes les communautés au Liban, où au début c'était un pays, puis divisé entre chrétiens et musulmans, puis entre différents chrétiens et différents musulmans, c'est exactement le même processus. Le même processus, et on s'en rend compte notamment dans certains ouvrages, notamment celui d'une personne qui de mémoire s'appelle Nadine Picodou, qui explique cette séparation au fur et à mesure, cette balkanisation d'une certaine façon, qui se passe dans le Moyen-Orient. Et le point commun entre les deux, il est très simple, c'est que les deux zones sont issues de l'Empire ottoman. Mais est-ce que c'est propre à l'Empire ottoman? En fait, non. C'est le problème qu'on retrouve aussi dans la plupart des pays africains, où à un moment on a décidé de certaines frontières, mais on a aussi décidé de qui faisait partie de quel peuple, alors que les gens sur place ne savaient pas forcément qui faisait partie de tel peuple, parce que la notion n'avait aucun sens. Et donc, la balkanisation, en fait, c'est un phénomène qui est logique quand il y a un empire qui s'effondre. Avec la division entre frontières, on a un ensemble qui est complètement connecté, qui d'un coup doit rester en partie connecté et en même temps complètement déconnecté, avec des frontières qui se créent, mais qui changent. Parce que pourquoi ces frontières post-empire sont plus légitimes que d'autres? Il n'y a pas de raison, c'est pour ça qu'elles évoluent. Et les frontières dans la tête des gens, elles évoluent également. Avec cette grande question que je viens de mentionner pour l'Afrique, qu'on peut mentionner pour le Moyen-Orient. Qu'est-ce que c'est qu'un sunnite chiite? C'est pas toujours évident pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'un arabe ou un kurde? C'est pas du tout évident pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'un kurde en ceux de Damas, ceux d'Alep, ceux de Turquie, d'Iran? C'est pas évident pour tout le monde. Et ben dans les Balkans, on va revenir beaucoup plus en détail. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bulgare? Qu'est-ce que c'est qu'un serbe? Qu'est-ce que c'est qu'un macédonien? Il y a un siècle, il y a 2 siècles, ça n'avait que très peu de sens. Il y a plus longtemps, ça avait plus de sens qu'il y a quelques siècles. Aujourd'hui, c'est un autre sens qui n'est pas du tout le même que celui d'il y a beaucoup de siècles, et ni celui d'il y a quelques siècles. Donc, toutes ces frontières psychologiques, celles entre peuples, qui définissent à quel moment on fait partie ou on ne fait pas partie de telle communauté, c'est quelque chose qui est aussi totalement en mouvement, qui évolue, et en particulier dans les pays qui viennent de sortir d'une domination par un empire. Et donc, c'est les 2 grands points qu'on va voir
sur les Balkans. Alors, on va avoir une grande partie historique sur laquelle je vais revenir. Je vais essayer de parler un petit peu lentement. J'avais beaucoup de choses à dire, je suis obligé de couper au fur et à mesure parce que sinon je peux parler pendant 4 heures et je suis même pas sûr d'avoir fini. Donc ça devrait me laisser plus de temps avec tout ce que j'ai coupé pour parler lentement et pour qu'ensuite on puisse avoir un petit temps d'échange quand même pour des questions. Mais évidemment, ce que je vais dire, ça va être simplificateur à pas mal de moments. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour approfondir des choses parce que beaucoup de sujets mériteraient d'être approfondis. J'ai dit qu'il y aurait une bonne partie historique, mais là je suis remonté très loin, juste en préambule, là aussi sur la partie historique. C'est que cette zone des Balkans, donc c'est celle qu'on voit ici et celle qu'on voit là, qui recoupe toute la côte adriatique, ce qu'on appelle les Balkans occidentaux, la Croatie, la Bosnie, ici à l'Albanie, Monténégro, Serbie, la Grèce, souvent on oublie, mais la Grèce n'est pas dans la région même des Balkans, mais a été totalement en lien avec les Balkans. La Grèce est un pays d'Europe de l'Est, alors ça fait toujours bizarre quand on dit comme ça, mais c'est une réalité. Et la Grèce est culturellement et géographiquement surtout plus proche de la Bulgarie que de l'Irlande, ou de l'Angleterre, ou de la France. Et donc voilà, Bulgarie, et parfois on inclut aussi la Roumanie. Cette zone a vu une succession d'empires, parce que c'est sur une zone très stratégique. Vous avez ici le détroit du Bosphore qui est une zone stratégique, le passage de l'Asie qui se trouve par là, à l'Europe de l'Ouest qui se trouve par là, qui n'est pas forcément la région la plus importante. La région la plus importante, c'est cet énorme carrefour qui est très riche d'un point de vue agricole et surtout qui est un énorme point de passage. Qui a vu donc nombre d'empires se succéder et notamment nombre d'empires qui ont été tenus par les peuples qui vivent aujourd'hui dans les petits pays, les Bulgares qui ont eu 7 empires. Alors ça c'est une carte parmi d'autres, l'apogée de son extension du second empire bulgare. Ici vous avez un empire serbe avec les principautés qui sont vassales, donc on voit que là vous avez une Bulgarie qui a été vassale de l'Empire serbe. Tout ça fait partie de l'Empire ottoman, tout ça fait partie de l'Empire romain, tout ça fait partie de l'Empire byzantin. Ce qui est important, on va y revenir beaucoup plus tard dans la présentation, mais c'est de comprendre que chacun des peuples qui est présent s'estime légitime à revendiquer l'ensemble de la zone, parce qu'à un moment, il a dominé l'ensemble de la zone. Les Grecs, sous les Byzantins notamment, contrôlaient tout ça. Les Serbes, quand ils ont eu un tout petit état comme ça, se sont basés sur le fait qu'ils ont eu tout cet empire, plus ces principautés vassales, et quand ils vont revendiquer un territoire ici, pour eux c'est presque gentil de revendiquer que ça. Parce qu'ils ont eu tellement plus avant qu'ils mériteraient de récupérer. Mais les Bulgares vont dire pareil, parce que eux, quand ils ont ce petit pays, ils mériteraient d'avoir tout ça, ils mériteraient d'avoir la Macédoine ici au sens large. Ils ne demandent pas forcément toute la Macédoine, mais rien leur donner, c'est quand même très méchant. Et c'est pareil pour les Turcs, c'est pareil pour les Serbes, les Grecs, même les Albanais, les Bosniaques, etc. La partie vraiment importante historiquement, ça va être celle de l'Empire ottoman, pour comprendre ce qui se passe de façon actuelle. Toutes les périodes sont intéressantes, mais pour l'actualité, il faut revenir à la partie de l'Empire ottoman, qui est donc, ici c'est 2 fois à peu près la même carte. Ici en rouge, mais plus le vert, plus le jaune, on a l'ensemble des Balkans ottomans. En violet ici, c'est l'Empire d'Autriche-Hongrie. Alors l'Empire ottoman, pareil, évidemment les frontières elles changent, à un moment ils arrivent jusqu'à Vienne, après ils reculent. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que toute cette zone, elle est connectée. Ça veut dire que qu'on soit ici, même en Grèce, là on suppose du coup, je suppose que c'est une carte à partir de 1830 quand la Grèce est indépendante, mais auparavant le Péloponnèse ici faisait partie de l'Empire ottoman. Qu'on soit du milieu du Péloponnèse ou dans la Bulgarie actuelle, on fait partie du même pays. Il n'y a pas de frontières. Il y a des frontières qui sont géographiques, c'est pas évident de faire tout ce trajet, mais il n'y a pas de frontières, et que des frontières administratives. Alors il peut y avoir des problèmes sur les frontières aussi d'un point de vue de sécurité ou autre. Par contre, la vraie frontière qui existe dans cette région, c'est celle des religions, qui n'est pas toujours une frontière aussi ferme qu'on pourrait croire. Aujourd'hui, on croit que c'est évident de voir ce que c'est qu'un chrétien et un musulman. À l'époque, c'est pas toujours aussi clair selon les zones. La principale différence, ça va être un rapport de domination, pas tant un rapport religieux. Là. Bien sûr, il y a un rapport spirituel, mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse ici. D'un point de vue politique, la différence, c'est la domination. Sous l'Empire ottoman, il y a une communauté qui est la communauté dominante, qui sont les musulmans. Savoir si on est arabe, turc, albanais, bosniaque, serbe, bulgare, ça n'a aucune importance. On fait partie de la communauté dominante ou on n'en fait pas partie. On fait partie des communautés qui sont dominées. Les communautés dominées se divisent en 3 principales, si on prend les Balkans et l'Anatolie. Les Juifs, les Grecs et les Arméniens. Pourquoi ? Parce que c'est 3 religions différentes.
Les juifs sont juifs, les grecs sont les orthodoxes, et les arméniens sont de l'église arménienne. En réalité, il y a d'autres religions, il va y avoir des catholiques qui sont présents mais qui sont des étrangers, il va y avoir des syriaques qui sont plus éloignés, mais, ça c'est très important à retenir, les Serbes, les Bulgares, les Croates éventuellement, même si on n'a pas énormément, les Albanais chrétiens, n'existent pas aux yeux de la loi, c'est pas tant la loi, même la représentation ottomane, parce qu'il n'y a pas de notion de peuple. Les Kurdes, les Turcs, les Arabes, ça n'existe pas non plus. Ça existe dans les faits, mais ce qui est important, c'est de savoir échanger la communauté dominante ou dominée. Quand on est serbe, quand on est bulgare, on fait partie de l'église orthodoxe, grecque. Et à partir de là, on sait à peu près à quelle communauté on appartient. C'est aussi une zone qui était très mélangée. Ce qu'on peut voir ici, c'est que tout ce qui est en vert, c'est des zones avec une majorité totale ou relative musulmane. Musulmane donc principalement turque, mais pas que. On peut être un Serbe qui se convertit à l'islam et faire partie de la communauté dominante. Et vous avez beaucoup de peuples slaves qui vont le faire dans une région en particulier, qui est cette zone-là qu'on appelle aujourd'hui la Bosnie. Enfin, qu'on appelait déjà à l'époque la Bosnie. Et les Slaves musulmans vont par la suite prendre le terme vont être appelés par la suite bosniaques. On y reviendra plus tard dans la conférence. Vous avez ensuite ici des Grecs, vous avez ici des Bulgares. La vraie division, donc, c'est celle-ci. Elle reste relative parce qu'en réalité, les communautés dominées ont des devoirs vis-à-vis des dominants. Ils ont des restrictions, pas le droit de porter des armes, des impôts différents, l'obligation de porter certains vêtements, ou de ne pas en porter certains. Dans la pratique, c'est parfois plus flou. On va y revenir juste maintenant. La zone des Balkans, mais c'est pas la seule dans l'Empire ottoman, c'est une zone avec énormément de turbulences. Je ne vais pas revenir sur toute la période des turbulences. Déjà, il y a souvent la guerre parce que les Ottomans conquièrent les territoires, puis ils vont jusqu'en Autriche, donc ils avancent, puis ils reculent à certains moments. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des problèmes, on va rester juste sur 3 éléments parmi d'autres du 19e siècle. Là déjà, je n'ai pas mentionné l'indépendance de la Grèce. Malheureusement, je ne vais pas avoir l'occasion de beaucoup parler de la Grèce, mais même si c'est totalement connecté. Mais on va commencer par la zone du Monténégro, je ne fais pas dans l'ordre que j'ai prévu, mais le Monténégro, à la base, c'est un tout petit territoire ici, qui est dominé, enfin qui est complètement peuplé d'une population chrétienne slave, qu'on appelle aujourd'hui les Monténégrins, qui parlent, on va dire, un dialecte du serbe, et qui vivent en totale autonomie. Quand les Turcs conquièrent l'ensemble de l'Empire ottoman, qu'on voit donc sur la zone ici, là vous avez le Monténégro en vert, parce qu'en fait les Turcs ne mettent pas les pieds vraiment au Monténégro. Quand ils y vont, c'est une zone tellement compliquée, qui rapporte tellement peu, et avec un peuple tellement dur à dominer, que même s'ils sont chrétiens et que dans la théorie la plus pure, c'est une communauté dominée, on leur dit juste, vous travaillez pas avec l'étranger, vous nous payez le tribut qu'il faut payer une fois par an, et on vous laisse tranquille. Et vous pouvez porter des armes, il n'y a pas de problème, tant que vous restez chez vous. Dans la pratique, les Monténégrins n'ont même pas toujours payé le tribut. C'est déjà arrivé qu'il y ait des gens de l'administration ottomane qui viennent récupérer le tribut, qui se fassent égorger et personne n'a rien demandé après. Donc même cette frontière de dire quand on est chrétien on était forcément dominé, quand on est musulman on était forcément dominant, et il y avait une lutte intrinsèque entre les deux, c'est pas du tout clair. Au Monténégro, les chrétiens pouvaient s'en sortir très bien, sur un tout petit territoire qui au final n'intéressait pas les Ottomans. Ça c'est une gestion impériale des choses, on cherche pas à imposer une loi partout pareil, on cherche à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de problèmes parmi tout le bazar de peuples qu'on a géré. Sachant qu'encore une fois les Balkans c'est qu'une petite partie de l'Empire ottoman. Il y a l'Anatolie, il y a l'ensemble du monde arabe à gérer en plus. Je reviens sur le Monténégro un petit peu après, mais donc pour revenir sur différentes insurrections ou turbulences qui ont pu exister, juste après la Révolution française, les Serbes du nord de l'Empire ottoman proclament une sorte d'indépendance, en s'inspirant de la Révolution française, ce que vont faire les Grecs un petit peu plus tard. La différence c'est que pour les Grecs ça va marcher, alors que pour les Serbes à ce moment-là ça ne va pas marcher. Et donc il y a une insurrection qui dure grosso modo de 1801 à 1813, et où tout ce territoire devient autonome. Vous avez ici à l'inverse Hussein Gradašević, qui lui est un leader musulman de Bosnie, qui va mener une insurrection dans le territoire de la Bosnie avec des musulmans contre l'Empire ottoman. Donc encore une fois, la séparation chrétien-musulman, c'est pas non plus tous les musulmans contre tous les chrétiens. Quand on est musulman bosniaque, on a réussi à échapper à un certain moment aux impôts que les Serbes, eux, ont continué à payer, mais quand les impôts redeviennent trop compliqués, on fait des révoltes paysannes contre le sultan. En l'occurrence, ça va pas être le cas pour lui, mais auparavant, au XVIIIe siècle, il y a des leaders comme ça qui vont mener des révoltes, et qui vont en fait se faire reconnaître ensuite comme étant les dirigeants locaux reconnus par le sultan.
Donc c'est pas non plus une révolte pour vraiment renverser l'Empire. C'est juste renégocier des choses. C'est dire, ici on payera pas les impôts, et de toute façon, moi je peux mener une guerre, j'ai pas intérêt à durer trop longtemps cette guerre parce que je vais y perdre, vous n'avez pas intérêt à durer trop longtemps parce que vous allez y perdre, reconnaissez-moi comme le souverain local, et on se met d'accord. Et le Monténégro, donc c'est un pays très fascinant, le Monténégro, j'ai pas mal l'occasion de revenir dessus. Petit à petit, lui, il va étendre son territoire selon les différentes périodes, alors là je crois que ça va jusqu'en 1945, mais de ce petit territoire, il y a à peu près toute cette zone qui va être sous le contrôle du Monténégro à la fin de l'Empire ottoman. Tout ça, ça se fait évidemment pour des guerres, hein, ça tombe pas du ciel. Donc sur tout le 19e siècle, il y a des révoltes des peuples des Balkans, comme il y en a ailleurs dans l'Empire ottoman. Des révoltes qui ne sont pas spécifiques aux chrétiens. Souvent on entend aujourd'hui les Turcs nationalistes dire que les chrétiens sont soulevés contre les musulmans dans l'Empire ottoman alors qu'ils étaient bien traités. Déjà bien traités, c'est un point de vue qui n'engage que ceux qui y croient. Sans dire que c'était forcément faux, hein. Il y avait aussi des cas où c'était réel, il y avait des cas où c'était pas forcément vrai. Mais surtout c'est complètement faux. Là je donnais l'exemple de la Bosnie, mais dans le monde arabe vous avez énormément de révoltes contre le pouvoir musulman, l'Égypte en particulier, l'équivalent de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Les musulmans des Balkans et de l'Empire ottoman sont tout autant révoltés contre les Turcs que les autres. Ce qui en soi est tout à fait normal, c'est pas tant une question religieuse qu'une question en général foncière, d'impôts et de domination. Néanmoins, le grand basculement pour les Balkans, ça va être ce qu'on appelle les guerres balkaniques. Alors les guerres balkaniques, en général, ça définit la période de 1912-1913, mais on va dire que ça commence en réalité plus tôt. Ça commence vraiment entre 1875 et 1878, quand la carte de l'Empire ottoman passe de celle qu'on a vue tout à l'heure, si j'arrive à le rechanger. Tout ça qui est ottoman a toute cette zone en vert. Vous avez la Serbie qui est devenue indépendante, 1878, le Monténégro qui a pris des territoires, la Bosnie qui est annexée par l'Empire d'Autriche-Hongrie, la Bulgarie qui est autonome puis indépendante, la Grèce qui avait déjà le Péloponnèse qui prend toute cette zone. Les guerres balkaniques, ça a cette particularité de petit à petit rogner sur l'Empire ottoman, mais aussi d'être un conflit entre populations chrétiennes. Ce que je disais tout à l'heure sur c'est pas toujours tout blanc ou tout noir, et ce que je disais avec l'Église grecque, le principal conflit qui va animer les Balkans, en tout cas au XXe siècle et déjà dès le XIXe, c'est pas tant entre chrétiens et musulmans que entre chrétiens pour savoir à quelle église on appartient, à quelle communauté on appartient. Quand on est bulgare, qu'on est rattaché à l'église grecque, la messe est en grec, et à part dans la famille, on parle, tout ce qui est la production intellectuelle est faite en grec. Et progressivement, au XIXe siècle, notamment avec les idées des Lumières, les Bulgares vont se dire pourquoi on ne le ferait pas dans notre langue. Et le premier combat culturel des Bulgares, c'est pas contre les Ottomans, c'est contre les Grecs, c'est contre l'église grecque orthodoxe, pour avoir le droit de faire la messe en bulgare, ou en tout cas en vieux slavon. Et les Serbes vont faire pareil. Donc, 1875-1878, grande insurrection, la Bulgarie va devenir indépendante, la Serbie aussi, le Monténégro le devient définitivement. Puis, je fais un saut dans l'histoire, 1912-1913, l'Empire ottoman s'effondre dans les Balkans suite à une guerre qui va être un traumatisme pour les Ottomans, parce que c'est la première fois qu'ils perdent une guerre où ils perdent des territoires qui sont l'équivalent des colonies pour eux, contre les colonies, sans intervention étrangère. La Grèce est devenue indépendante, mais il y a eu des interventions étrangères. La Russie a beaucoup aidé la Bulgarie et la Serbie à devenir indépendantes en 1878. 1912, les Bulgares, les Serbes, les Monténégrins et les Grecs se mettent d'accord pour prendre tout ce territoire ici, qu'on appelle la Macédoine. La Macédoine au sens large. Juste la trace reste aux Ottomans et l'Albanie devient un État indépendant qui est entre guillemets créé par les Européens, surtout pour empêcher la Serbie d'avoir un accès à la mer. Deux choses sur ces guerres, c'est qu'en Macédoine, ça va créer une déstabilisation qui aujourd'hui encore pose problème. On y reviendra peut-être d'ailleurs à la fin, j'ai pas prévu d'en parler, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler ou dans les questions. Toute cette zone ici, c'est une zone qui culturellement, c'est un mélange. Quand on parle de salade macédonienne, c'est parce qu'on met un peu tout dans la salade. La Macédoine, c'est exactement ça. La Macédoine, c'est vous avez des Turcs, des Juifs, des Grecs, des Bulgares, des Slaves qui parlent bulgare mais qui s'estiment différents des Bulgares et qui vont s'appeler par la suite Macédoniens, des Serbes, des Roumains et des Albanais. Comme grande communauté. Sinon, évidemment, on peut rajouter toutes les micro-communautés qui existent par-ci par-là. Ou celles qui vont avoir des revendications politiques. Je vais mentionner par exemple les Tziganes, mais qui sont très nombreux aussi.
Et ce qui va être assez drôle, c'est que chacun de ces pays, en voulant contrôler la Macédoine, va envoyer des missions pour dire aux peuples locaux qu'ils font partie de leur pays. Alors spontanément, les Slaves de Macédoine, on considère que c'est des Bulgares à l'époque, jusqu'à peu près au XXe siècle, on y avait un petit peu tout à l'heure. Donc les Bulgares envoient leurs missionnaires, enseigner dans les écoles et dans les églises, dire la Macédoine c'est bulgare. Mais les Grecs font pareil. Les Serbes font pareil, les Turcs font pareil vis-à-vis des musulmans, les Albanais font pareil. Et donc la première guerre balkanique, 1912, les Ottomans n'ont plus que Constantinople ici. Les Bulgares les ont repoussés jusqu'à Constantinople, mais ils ne contrôlent pas la Macédoine. C'est les Serbes et les Grecs qui ont tout pris aux Ottomans. Les Bulgares estiment avoir un petit peu perdu au change. Ils veulent renégocier, les autres ne sont pas d'accord. Ça déclenche une deuxième guerre, c'est pour ça qu'il y a deux guerres balkaniques, 1913, que les Bulgares vont malheureusement perdre dramatiquement. Les Turcs reprennent cette partie, et les Bulgares gagnent rien du tout. Donc c'est pour vous dire à quel point, je suis déjà allé dans un musée en Macédoine, et en Grèce, on voit à peine le conflit contre les Turcs. Ce qu'on voit bien, c'est les Grecs qui sont battus contre les Bulgares. Ça, c'est le vrai sujet de la Macédoine de l'époque, qui se retrouve encore aujourd'hui dans les musées de la Macédoine grecque. Et la troisième grande guerre balkanique, on pense jamais à ça comme une guerre balkanique, et pourtant c'est un petit peu le cas, c'est la Première Guerre mondiale. Parce que la Première Guerre mondiale, c'est avant tout un conflit entre la Serbie et l'Autriche. La Serbie qui veut prendre le contrôle de la Bosnie, que l'Autriche a annexée aux Ottomans, enfin qu'elle administre au nom des Ottomans. La Serbie estime que ce territoire lui appartient, et les intellectuels serbes sont mis d'accord avec certains intellectuels croates en se disant qu'ils sont tous des peuples frères, qui devraient être dans un grand royaume, empire, État, avec tous les Slaves du Sud, ce qui se dit en slave, yougoslave. Finalement, l'archiduc Ferdinand est assassiné à Sarajevo, en Bosnie, au cœur des Balkans. Début de la Première Guerre mondiale sur une question purement balkanique, qui ensuite explose en conflit international, mais qui se règle comme une guerre balkanique. La Bulgarie va dans le camp des Ottomans, des Allemands et des Autrichiens, contre la Serbie et la Grèce, pour le contrôle de la Macédoine. La Bulgarie va malheureusement pour elle lamentablement perdre, et perd notamment cet accès à la mer. Enfin, quand je dis lamentablement perdre, c'est pas sur la guerre, parce que les Bulgares ont très bien tenu la guerre. Malheureusement, le front s'est effondré. En revanche, sur les revendications qu'ils ont pu avoir, ils ont tout perdu. La Grèce récupère tous les territoires jusqu'à la Thrace ici. L'Albanie reste ici. La Serbie obtient la création de son royaume yougoslave, qui appelle aussi royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. C'est comme ça qu'apparaît la première Yougoslavie. Tac. Alors, ça c'est une slide qui va être un petit peu compliquée, donc je vais vraiment passer vite dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a énormément de violence qui va apparaître jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La fin de la Première Guerre mondiale n'amène pas du tout la paix dans les Balkans comme on pourrait s'y attendre. 3 exemples. Vous avez ici un homme qui s'appelle Dame Gruev. Dame Gruev, on ne sait pas trop si c'est un Bulgare ou un Macédonien. Ce qu'on sait, c'est qu'il a créé une organisation qui s'appelle l'Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne. En macédonien, ça se traduit par le VMRO. Qui va devenir par la suite l'une des plus grandes organisations terroristes d'Europe pendant l'entre-deux-guerres. Qui a pour but la libération de la Bulgarie des Ottomans, puis de la Macédoine. Et alors c'est là où la question se pose, c'est que dans un premier temps, les Slaves macédoniens se battent pour être rattachés à la Bulgarie. Donc la VMRO et les nationalistes de la VMRO sont des Bulgares, et sont revendiqués par les Bulgares. Puis la VMRO va plus se battre pour l'indépendance d'une Macédoine, indépendamment de la Bulgarie. Ce que la Bulgarie va refuser. Plus compliqué évidemment, ça serait trop facile si on s'arrêtait là, c'est qu'une bonne partie de la Macédoine est administrée soit par les Grecs, soit par les Serbes. Dans les deux territoires, les Serbes et les Grecs cherchent à convertir et à assimiler de force les Slaves locaux en disant qu'ils font partie de leur territoire. C'est plus la Serbie qui est visée, en l'occurrence par la VMRO, mais la Grèce, pour qu'on comprenne bien, la Macédoine grecque est la majorité slave pendant très longtemps. Et si aujourd'hui elle ne l'est plus, c'est à cause de l'assimilation forcée par l'État grec et par les expulsions systématiques et par la guerre civile des années 50. Donc quand on voit que la Macédoine est grecque, et les Grecs aujourd'hui disent souvent la Macédoine est grecque, en termes de population, c'est très récent, et c'est pas fait sur les bases les plus gentilles du monde, si j'ose dire. C'est pareil du côté serbe. Et donc vous avez la VMRO, qui va se battre contre ces deux États, notamment contre la Yougoslavie, avec comme base arrière la Bulgarie.
À l'époque, vous avez un Premier ministre, je ne sais plus si c'est Premier ministre ou Président, mais je crois qu'il est Premier ministre, qui s'appelle Stambolski, qui est ici présent, qui lui est un pacifiste en Bulgarie. Il a compris qu'il a perdu la guerre, il a compris que c'était une erreur d'avoir fait toutes ces guerres où ils n'ont fait que perdre des territoires, donc il va se rapprocher de la Yougoslavie et de la Grèce en essayant de signer la paix. Mais on ne peut pas faire ça quand on abrite un groupe révolutionnaire terroriste qui menace les deux voisins. Donc Stambolski, qui est un personnage assez controversé à ce niveau-là, expulse la VMRO de son territoire, et la VMRO se retourne contre la Bulgarie, sans avoir son sanctuaire. Par ailleurs, Stambolski, c'est quelqu'un qui est socialiste, qui instaure une dictature paysanne et qui va être tué par les milices d'extrême droite dans son pays. Dès les années 20, vous avez des groupes extrémistes de part et d'autre, mais en l'occurrence c'est surtout ceux d'extrême droite, qui vont commencer à faire des règlements de compte et des assassinats politiques. On peut être un Premier ministre d'un pays des Balkans et être assassiné dans les années 20 dans les Balkans. On peut être aussi un chef d'État assassiné en France par la VMRO, c'est le cas du chef d'État yougoslave, je ne me souviens plus de son nom, qui est assassiné de mémoire à Marseille, par une alliance entre la VMRO et ce groupe ici qu'on appelle les Oustachi. Alors, il y en a un qui a commandité l'assassinat et l'autre qui l'a exécuté, je ne sais plus dans quel ordre. Les Oustachi, c'est très simple, c'est un groupe d'extrême droite croate. Pour remettre dans le contexte, on est donc en Yougoslavie. Tout ce territoire ici et toute la côte adriatique est peuplé par les Croates, qui font partie du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, qui s'estiment, pour les plus nationalistes, être quand même un peu au-dessus des Serbes, parce que les Croates sont catholiques de l'héritier de l'Empire d'Autriche, d'Autriche-Hongrie, donc quand même vraiment européens, face aux Serbes qui, pour une bonne partie, étaient des Ottomans. Donc ils sont au moins à part égale, si ce n'est à part supérieure d'un point de vue intellectuel. Et pourtant, dans ce royaume qui est censé mettre sur le même plan les Serbes, les Croates et les Slovènes, c'est les Serbes qui prennent absolument tout. Les postes militaires, tout ce qui est économique, et les Croates vont être très vite marginalisés. Évidemment, ça amène à des groupes armés, notamment ceux d'extrême droite, pas que, mais notamment ceux d'extrême droite, dont celui des Oustachi. Et les Oustachi, pour donner une anecdote, quand les nazis envahissent la Yougoslavie, ils s'appuient sur les Oustachi, évidemment, ils sont de la même idéologie. Il y a des témoignages de nazis qui trouvent que les crimes que font les Oustachi sont vraiment très graves vis-à-vis des populations serbes. Pour que ce soit des nazis qui vous disent ça, c'est pour vous dire le niveau de rancœur qui a pu être intégré par les Croates et à quel point ça a pu être extériorisé sur les populations, à tel point qu'il y en a qui parlent de génocide commis contre les Serbes dans les années 40-45. Donc toute cette période, il y a encore beaucoup d'autres exemples à donner, mais il y a énormément de violence qui est toujours présente et qui pour une bonne partie des Balkans va être partiellement canalisée sous la Yougoslavie communiste. La Yougoslavie communiste, j'ai mis 3 têtes assez importantes, évidemment le maréchal Tito, Gilas et Kardelj. Ils ont fait la guerre ensemble, notamment eux deux, ils ont fait la guerre vraiment ensemble. La Yougoslavie, c'est l'un des seuls pays d'Europe de l'Est qui s'est libéré tout seul. Alors en réalité, il y a quand même eu les interventions de l'extérieur qui m'ont un petit peu aidé, mais Belgrade a été pris par les Yougoslaves eux-mêmes, par Tito lui-même. Il n'y a que 2 cas comme ça, où c'est des communistes qui ont libéré eux-mêmes le pays, et c'est pas les soviétiques qui sont intervenus, les Yougoslaves et les Grecs. Sauf qu'en Grèce, ça va dégénérer en guerre civile parce que les Européens de l'Ouest ne vont jamais accepter que les communistes prennent le pouvoir en Grèce alors que c'est eux qui ont libéré le pays, avec cette situation assez dramatique où finalement l'Angleterre va soutenir des nazis contre les libérateurs parce que les libérateurs étaient communistes. Ça, c'est une petite parenthèse. Le maréchal Tito libère la Yougoslavie. Pour l'anecdote d'ailleurs, il est croate et slovène, il n'est pas serbe. Gilas il est monténégrin et Kardelj il est slovène ou croate, je sais plus, je crois qu'il est slovène. Mais c'est pour montrer que le parti communiste yougoslave est quand même plutôt multiethnique. Il est moins dominé, comme pouvait l'être la Yougoslavie précédente, par une communauté. Le parti yougoslave, il est quand même très proche du parti communiste, sauf que Tito, étant une sorte de petit Staline, il y a des problèmes d'ego qui apparaissent vite, et très vite il va y avoir une séparation entre les deux. Pour autant, au début, Tito était vu comme étant aussi dur que Staline. Mais, au bout d'un moment, il a fini par se séparer de l'Union soviétique. Et finalement, la Yougoslavie va prendre une autre direction, qui va être celle qu'on va qualifier de l'autogestion. Alors ça veut dire beaucoup de choses, il y a plein de choses qui vont être mises en place. On va y revenir un petit peu après. Kardelj est celui qui met en place tout ce programme d'autogestion, qui est à la fois économique. Économiquement, c'est principalement le fait que les entreprises doivent être gérées par les ouvriers eux-mêmes, et non pas planifiées par l'État. Quelque chose qui va être repris d'ailleurs dans certains milieux français, le concept de l'autogestion, notamment dans le syndicat de la CFDT à l'origine. Et au niveau politique,
Au niveau politique, il va y avoir énormément de libertés qui vont être données à chacune des communautés. La Yougoslavie va devenir un État fédéral, et chaque république va avoir ses propres politiques et sa propre autonomie au sein de la Yougoslavie. Est-ce que ça marche bien? Oui et non. Là, on a une carte ethnique de la Yougoslavie. Alors, on voit ici les Serbes en bleu, orange ici les Croates, les Slovènes. On voit toute une liste de peuples qui existent en Yougoslavie. De mémoire, il y a 17 communautés qui sont reconnues officiellement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de communautés qui ont des droits, et qui pendant très longtemps n'en ont pas eu, et qui longtemps après d'ailleurs n'en auront pas forcément. Typiquement, les Tziganes n'ont jamais connu une époque culturellement où ils ont été aussi bien représentés que celle de la Yougoslavie communiste. Pour les musulmans des Balkans, c'est pareil. Depuis la chute de l'Empire ottoman dans la région, tout le monde se fiche des musulmans des Balkans. Tito, alors ça fait un peu paternaliste dit comme ça, mais la Yougoslavie communiste leur donne des droits, les reconnaît comme étant un peuple. Ce qui déjà pose un petit problème, parce que quand on est musulman, on n'est pas un peuple, on est une religion. Quand on est recensé, ça c'est typiquement communiste de recenser selon des communautés, y compris des communautés religieuses, communistes en cas de Yougoslavie et du RSS. Quand on est musulman mais athée, si ses parents sont musulmans ou les grands-parents sont musulmans, on fait partie de la catégorie musulman avec écrit musulman comme nationalité sur son passeport. Ça veut pas dire qu'on est musulman. On peut être un musulman converti au christianisme et être considéré comme un musulman. Le réalisateur Emir Kusturica vient d'une famille musulmane. Lui s'est converti à l'orthodoxie il y a quelques temps, il y a une dizaine d'années je crois. Mais son prénom, Emir Kusturica, il y a peu de doute sur son origine, que en Yougoslavie, sa famille devait être probablement considérée comme musulmane. Par la suite, les musulmans vont être appelés les bosniaques, qui n'est pas la même chose que les bosniens. Les bosniens sont les habitants de Bosnie, les bosniaques sont les musulmans, en théorie de Bosnie, mais en réalité on voit qu'il y en a aussi ici. Alors que la Bosnie c'est là. Qui plus est, quand on a la catégorie musulman, tous les musulmans ne sont pas dans la catégorie musulman, ça serait beaucoup trop facile. Quand on est albanais, on n'est pas un slave musulman, on est un albanais musulman. Et on peut être un albanais non musulman d'ailleurs. Le Kosovo est peuplé d'une population albanaise, qui sont ici, principalement musulmans, mais on est juste de la catégorie albanais. Donc ça fait tout un mélange de communautés. Quand on est dans la situation, c'est logique. Dès qu'on recule un petit peu, on se rend compte que ça tient de façon un petit peu bizarre. Mais tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Sauf qu'évidemment, il y en a des problèmes. Il y en a dès les années 50, pour expliquer des crises économiques. Gilas, que je mentionnais tout à l'heure, est considéré comme trop corrompu et purgé du parti. Parce que Gilas, c'est quelqu'un qui est assez libre dans sa tête. En plus, comme il a pris les armes, comme Tito, lui, probablement qu'il ne s'estime pas la nécessité de faire attention à ce que dit le parti. Il prend trop de liberté, a critiqué les décisions du parti, il est purgé. Plus gros problème, 1968, une sorte de printemps des peuples un petit peu partout. Vous avez en Yougoslavie une langue officielle qui est le serbo-croate. Le serbo-croate, c'est la langue de qui? Des Serbes et des Croates. Mais est-ce que les Serbes et les Croates parlent vraiment la même langue? Bah aujourd'hui, c'est deux langues différentes. Si vous allez à l'INALCO, il y a un département croate et un département serbe, c'est pas la même langue. Mais il y a 30 ans, c'était la même langue, ou il y a 40 ans. 1968, printemps des peuples, les Croates commencent, alors à se soulever c'est peut-être un grand mot, mais commencent à développer toute une pensée autonome. Alors en plus on est dans le pays de l'autonomie et de l'autogestion, la Yougoslavie j'ai dit l'autogestion économique, mais aussi dans la pensée. Il y a plein de penseurs qui viennent sur l'université d'été en Yougoslavie, sur une revue quelque part sur la mer par là. Ils font une revue qui s'appelle Praxis, et donc c'est vraiment, culturellement c'est un pays qui est assez intéressant, c'est un pays dans lequel on peut réfléchir sans être un stalinien, sans être un capitaliste, on est un peu entre les deux, ça la Yougoslavie le propose. Mais quand les Croates commencent à demander plus d'autonomie culturelle, et donc à risquer de faire basculer l'équilibre serbo-croate qui tient le pays, que fait le régime? Il aurait pu essayer plus de démocratie, malheureusement pour lui par la suite, il va faire moins de démocratie. Tito purge, et ça ne fait pas l'unanimité dans le parti. Kardel, qui est l'idéologue principal, on va dire, du régime, même si c'est pas forcément le terme le plus adéquat, mais Kardel, lui, il s'oppose à la politique de Tito. Lui, il est pour qu'il y ait toujours une réflexion, une culture croate qui puisse s'émanciper, en tout cas se penser par elle-même, sans être totalement dominé par le parti communiste yougoslave, qui lui est quand même figé dans sa liste d'identités, qui peuvent éventuellement évoluer, mais qui réfléchit en termes de besoins et de nécessités.
À partir des années 70, la Yougoslavie rentre dans une période plus ou moins de crise, intellectuellement en tout cas, parce qu'il n'y a plus de vraie direction. On ne sait plus trop quoi faire, on a donné de la liberté à tous les peuples, mais il y en a qui en demandent encore plus. Il commence à y avoir des rancœurs entre les uns et les autres, parce que les Slovènes sont riches, les Croates sont riches, Monténégro, la Macédoine, beaucoup moins. Pour éviter qu'il y ait trop de problèmes, chacune de ces 6 républiques, donc là vous avez 6 républiques différentes, Serbie, Monténégro, Macédoine, Bosnie, Croatie, Slovénie, et 2 provinces autonomes au sein de la Serbie, on y reviendra après. On donne l'autonomie à chacune de ces républiques, mais du coup chacune ne fonctionne pas pareil, elles n'ont pas les mêmes politiques migratoires, elles n'ont pas vis-à-vis de l'immigration de l'extérieur, elles n'ont pas les mêmes politiques de douane, et en fait dès les années 70 et début 80, il y en a qui disent que la Yougoslavie c'est juste c'est un peu comme l'Union Européenne, c'est quelque chose au-dessus mais qui en fait n'a plus de vraie existence. D'ailleurs il se passe la même chose dans l'Union Soviétique, il y a une décentralisation, à tel point qu'il y a des gens qui disent que l'Union Soviétique est morte dans les années 70, parce que c'est plus du tout Moscou qui contrôlait le reste du pays. À tort ou à raison, mais c'est des choses qui se disaient, et qui se disent plus même aujourd'hui. Et donc, on ne sait plus trop quoi faire pour donner une cohérence à tout ce régime. Est-ce qu'il faut plus de conservatisme, ce qui risque d'amener à l'implosion? Est-ce qu'il faut plus de décentralisation, ce qui risque d'amener à l'implosion? Est-ce qu'il faut plus de liberté avec le risque de l'implosion? Est-ce qu'il faut moins de liberté avec le risque de l'implosion? Comme vous pouvez vous en douter, le risque de l'implosion est arrivé quand même relativement vite. Les régions les plus riches en avaient marre de payer pour les plus pauvres. Dans un pays communiste, c'est un petit peu problématique quand les plus riches refusent de payer pour les plus pauvres. Et donc, 1900, alors, pareil, je simplifie, je vous ai dit, je ne rentre pas dans tous les détails que je ne maîtrise pas totalement non plus, mais 1989, 90, 91, la Slovénie et la Croatie commencent à demander l'indépendance. En soi, le problème n'est pas là tout de suite. C'est pas parce qu'il y a eu une implosion qu'il y a eu la guerre. La Tchécoslovaquie, il y a eu l'implosion, il n'y a pas eu la guerre. L'URSS, il y a eu certaines guerres dans certaines républiques et pas dans d'autres. Pourquoi il y a eu la guerre en Yougoslavie? Il y a eu la guerre dans certains territoires en Yougoslavie. Il n'y a pas eu la guerre en Macédoine. En tout cas, pas vis-à-vis de la Yougoslavie. Il y a eu une sorte de guerre civile dans les années 2000. Il n'y a pas eu la guerre en Slovénie. Mais il y a eu la guerre en Croatie. Et la Croatie, c'est le premier exemple, et ensuite celui de la Bosnie, de la première guerre de Yougoslavie. De pourquoi ça pose problème? Parce que la Croatie, il y a 400 000 Serbes qui y vivent ici, dans les territoires en bleu. Or, les 400 000 Serbes de Croatie disent, nous, on ne veut pas quitter la Yougoslavie si la Croatie devient indépendante. On ne veut pas être aux mains d'un État croate, qui plus est, qui est en train de se construire en faisant des références aux Oustachi, parce que la seule référence nationaliste des Croates, c'est les Oustachi, qui ont tué entre 200 et 400 000 Serbes, uniquement les civils, on ne parle pas de la guerre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va demander, déjà on va créer des structures à nous, des SAO qui veulent dire Serbian Autonomous Oblast, Oblast c'est une province. Donc, une province serbe ici, une là et une là, qui sont des provinces autonomes. Si on reprend, c'est un peu ce qui s'est passé avec le Kosovo ici, le Kosovo qui est une province autonome au sein de la Serbie, la Voïvodine aussi. Et bien les Serbes se disent, on va créer nos provinces autonomes pour ne pas être rattachés à la Croatie. Et évidemment, la Croatie va dire, bah non, nous on proclame l'indépendance avec l'ensemble de nos territoires. Et ces provinces autonomes, qui se créent toutes seules dans leur coin, n'ont aucune existence légale. La Yougoslavie, qu'est-ce qu'elle... Quand je dis la Yougoslavie, maintenant je vais dire la Serbie, mais en réalité c'est toujours l'État yougoslave. Mais on va simplifier en disant que c'est la Serbie. Ben, la Serbie rentre en guerre contre la Yougoslavie. Zagreb est quand même relativement épargné, mais ces différents territoires rentrent en guerre, dans une guerre civile entre Croates et Serbes. Au même moment, la Bosnie, qui à l'époque est un territoire entier, commence à négocier pour avoir son indépendance. Les Serbes de Bosnie, pas bête, ils font la même chose en Croatie, et qui plus est, si on prend la Bosnie qui a à peu près ce territoire, on constate que, certes, il y a des territoires à majorité musulmane, il y a quand même pas mal de Croates, et il y a quand même pas mal de Serbes. Ça, c'est un des problèmes qui va arriver dans la plupart des pays communistes, c'est que chacune des républiques a une nationalité tutélaire. En Macédoine, c'est les Macédoniens. D'ailleurs, pour revenir sur l'identité macédonienne, comment le peuple macédonien est né en Yougoslavie, Tito a pris le milieu du pays à peu près, le dialecte qui était le plus éloigné à la fois du bulgare et du serbe, il a dit ça c'est une langue macédonienne, les Macédoniens doivent tous parler cette langue, ça c'est la vraie langue macédonienne. Pour être sûr que les Serbes puissent pas dire c'est du serbe et que les Bulgares puissent pas dire c'est du bulgare. C'est pour vous dire, quand je parlais des peuples qui évoluent dans les Balkans, la langue macédonienne elle a été créée dans les années 1145 et
et 80. J'ai pas la date exacte, mais c'est à cette période. Donc les identités peuvent vite changer parce que les langues officielles et les notions de peuple changent très vite. Mais donc la Macédoine, c'est le pays des Macédoniens, la Serbie des Serbes, le Monténégro des Monténégrins, des Slovènes, des Croates, des Bosniaques ou des musulmans. Les Serbes du Nord-Ouest disent il est hors de question qu'on fasse partie d'un pays musulman. Ceux d'ici, pareil, et ceux-là, pareil. Alors, à un moment, ils réfléchissent même à faire, ceux de la Bosanska Krajina, une alliance avec ceux de Croatie, parce que là, c'est la frontière, ici et par là, ça se touche. Finalement, ça ne se fera pas. Mais toutes ces provinces serbes décident de s'unir et de proclamer la République serbe de Bosnie. Pareil, qu'est-ce qui se passe? Ça déclenche une guerre. Comment la guerre a pu devenir la guerre qu'elle est devenue? C'est très simple et très triste en même temps, mais c'est une politique qui date depuis l'époque ottomane au moins. Ce qui s'appelle l'ingénierie démographique. On fait en sorte de changer la démographie pour être sûr d'être gagnant au final. Ça, si on prend les SAO, c'est pas un état viable. Par contre, si jamais on relie avec des territoires où il n'y a que des Serbes, c'est un état viable. Eh ben, on fait en sorte qu'il n'y a que des Serbes. Donc on expulse tout le monde, et ceux qui veulent pas partir, on les tue. Et parfois on n'attend pas de voir s'ils veulent partir ou s'ils veulent pas partir, on les tue de toute façon, comme ça on est sûr qu'ils partiront, et qu'en tout cas ils ne demanderont pas à revenir à un moment ou à un autre. Clairement, quand la guerre se termine en 95, les 400 000 Serbes de Croatie n'ont aucune protection. Le régime de Belgrade finit par les lâcher parce qu'il comprend qu'il n'obtiendra rien. Les 400 000 Serbes de Croatie fuient le pays. Et donc dans la tête des Serbes, quand ils massacrent les musulmans ici, ou qu'ils massacrent des Croates ici d'ailleurs, ce qu'ils se disent c'est si on ne les tue pas, c'est eux qui vont nous tuer ou nous expulser. Et malheureusement, l'histoire leur donne pas totalement tort. Non pas qu'ils aient eu raison de faire ce qu'ils ont fait, mais la communauté internationale qui s'est très vite engagée dans la guerre n'a pas pu proposer d'autres solutions que des nettoyages ethniques. Avec la seule, et de donner raison au nettoyage ethnique, la seule solution qui a été trouvée en Bosnie, c'est de diviser la Bosnie en deux, il y aura la carte tout à l'heure. Tout le pourtour ici qui est la République serbe de Bosnie, et le reste qui est la Fédération croato-bosniaque. Parce qu'il y a aussi des Bosniaques en Bosnie-Herzégovine, des Croates en Bosnie-Herzégovine. L'idée c'est qu'en gros, on dit aux Serbes vous avez la moitié du pays, les autres vous avez l'autre moitié, vous parlez un petit peu mais pas trop, et vous essayez de faire en sorte que ça tienne. Mais la République serbe de Bosnie, c'est la conséquence directe de la réussite des massacres successifs faits par les Serbes. Donc c'est donner raison aux Serbes de Bosnie quand ils ont fait les nettoyages ethniques, en leur donnant les territoires qu'ils ont revendiqués, et ils ont massacré tout le monde pour ça. On n'a pas pu trouver d'autres solutions parce que c'est eux qui avaient les armes, et la guerre aurait pu durer peut-être plus longtemps encore s'il n'y avait pas eu cette paix. Maintenant, est-ce que c'est optimal? On aura l'occasion de revenir là-dessus d'ici la fin. Ouais, il me reste un petit peu de temps, c'est pas mal. La deuxième guerre de Yougoslavie commence en gros en 98-99 et concerne le Kosovo. Alors, je vais beaucoup donner le point de vue serbe, mais je tiens tout de suite à dire, c'est pas spécialement parce que je défends la Serbie. Le Kosovo est indépendant depuis 2008, un pays qui fonctionne de façon indépendante depuis 2008 pour moi. Il n'y a aucune raison qu'il soit rattaché à notre pays s'il ne le veut pas. Et le Kosovo a proclamé son indépendance par un référendum. Mais je vais donner le point de vue de la Serbie, non pas pour dire ils ont eu raison ou ils ont tort ou qui a raison ou qui a tort, mais pour qu'on comprenne bien ce qui se passe dans la mentalité des Serbes qui permet de comprendre des choses qui vont arriver par la suite. Le Kosovo, c'est une province. C'est pas une république comme l'était le Monténégro ici ou la Macédoine. C'est une province autonome au sein de la Serbie. Dès l'éclatement de la Yougoslavie, il y a des bandes armées qui existent, l'armée de libération du Kosovo, qui se traduit en kosovar par le UCK, qui commence à faire des attentats, à essayer de proclamer l'indépendance du Kosovo. Bon, ils font pas grand chose, mais à partir de 97-98, il commence à y avoir une intervention massive, une offensive beaucoup plus grande. Là, quand même, la guerre de Bosnie, oui, est terminée, la guerre de Croatie est terminée aussi. La Yougoslavie Alors, c'est toujours le même qui dirige depuis les massacres successifs qui ont été faits, c'est Milosevic, qui est là depuis 1980 en Serbie, qui dirige la Yougoslavie. Il se dit, on va quand même intervenir, on va rétablir un petit peu l'ordre. Rétablir l'ordre par l'armée qui a fait Srebrenica, même si c'est pas l'armée serbe qui a fait Srebrenica, c'est des milices, mais on comprend quand même l'idée. Vous devinez que ça n'a pas été fait de la façon la plus propre. Ça a été des bombardements successifs, des nettoyages ethniques sur des villages, pour être sûr de terroriser les populations, pour être sûr qu'il n'y ait pas tout l'événement plus grand. Ça va indigner beaucoup les Albanais parce que les Kosovars sont albanais.
Et en Albanie, chez certains nationalistes, il y a le rêve d'une grande Albanie qui engloberait tous les territoires peuplés d'Albanais. Cette carte est d'ailleurs, à mon avis, pas totalement vraie, parce que la région de Skopje, entre 50 et 80% d'Albanais, j'ai des doutes, ça n'engage que moi. Bon, dans le même temps, l'Albanie ici, le sud est à moitié en guerre civile, le pays est en train de s'effondrer, mais il y a beaucoup d'Albanais qui rejoignent la guerre au Kosovo, enfin qui rejoignent les Kosovars albanophones contre l'État yougoslave. Mais le gros problème qu'il va y avoir dans la guerre du Kosovo et qui aujourd'hui pose des problèmes bien au-delà de la Yougoslavie, c'est que l'OTAN intervient massivement pour soutenir le Kosovo. Et pour ça, ils bombardent la Serbie, y compris Belgrade. Pour donner deux exemples, le premier, c'est comme s'il y avait une insurrection en Martinique et que la Russie bombardait Paris. Sans offense pour les Martiniquais ou pour qui que ce soit, j'aimerais pas personnellement être bombardé par la Russie, les États-Unis ou n'importe quelle grande puissance qui interviendrait de façon unilatérale, sans autorisation particulière de l'ONU à l'époque d'ailleurs, pour une insurrection qui est à l'autre bout du pays. Pour les Serbes de Belgrade, la question c'est même pas tant le Kosovo, puis au final maintenant il est à moitié lâché par les Serbes et il l'était déjà plus tôt. La question c'est pourquoi l'OTAN nous bombarde? De quel droit l'OTAN s'ingère dans nos affaires? Et là il ne s'agit pas de parler entre républiques au sein de la Yougoslavie, il s'agit de parler clairement d'une province autonome certes, mais d'une province de la Serbie. Grosso modo, ah oui, l'autre problème c'est qu'en plus le Kosovo, c'est 75% albanophone, et à peu près 20-25% avec peuplé de Serbes. Tout ça c'est des Serbes, et ici c'est des Serbes. J'ai déjà traversé le Kosovo du nord au sud en bus. Pendant 45 minutes, on voit que des drapeaux serbes et des tags, le Kosovo c'est la Serbie. Donc, le Kosovo indépendant, ça arrange une majorité de la population, ça dérange beaucoup une minorité qui est quand même significative. Le problème, c'est que l'OTAN est intervenu directement. Alors, je dis le problème, encore une fois, on se met à la place des Kosovars. Eux, ils ont vu ce qui est arrivé aux musulmans de Bosnie, ils vont dire l'OTAN nous a protégés d'un génocide. Est-ce qu'il faut leur donner tort? Peut-être pas, quand on voit effectivement ce qui a été à Srebrenica, ce qui a été fait, et dans toute la Bosnie et dans la Croatie, on peut se douter que l'armée serbe pouvait faire énormément de mal aux Kosovars. Donc peut-être que ces interventions étaient nécessaires. En revanche, pour les Serbes, ça va créer une rancœur totale vis-à-vis de la communauté internationale. D'ailleurs, il y a une chanson que je réentendais encore tout à l'heure, qui dit « Mon père est un criminel de guerre » et qui est revendiquée fièrement par ceux qui le chantent, en disant « Venez essayer de le chercher », où en fait le chanteur montre « Vos règles, on s'en fiche, de toute façon elles sont contre nous de base, donc nous on va faire comme on veut, et puis venez essayer de nous attaquer chez nous, qu'est-ce que vous allez nous faire ?» On en est à ce niveau où en fait une bonne partie des Serbes, surtout à l'époque, maintenant ça change peut-être, ou pas, mais où les Serbes s'estiment tellement lâchés par l'ensemble de la communauté internationale qui a tout fait pour détruire leur État juste dans les provinces, qu'il n'y a plus aucune confiance qui est possible. En tout cas pendant un certain moment. Dans un monde idéal, la fin de la guerre du Kosovo et la chute de Milosevic qui est renversée donc par les États-Unis, dirigeant renversé par l'intervention de l'OTAN, comme en Libye, comme en Irak. L'intervention en Irak, il y a beaucoup de similitudes avec l'intervention en Yougoslavie d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir ça. On pourrait croire que la chute de Milosevic, donc dirigeant sanguinaire comme il était dépeint, pas forcément à tort d'ailleurs, et la fin de la guerre du Kosovo, ça mènerait à la paix et la fin de la fragmentation des Balkans. Mais ça serait beaucoup trop simple. Et je mentionnais au début un livre que j'avais lu, que j'ai lu en 2009, il a été publié en 2007, où il disait à l'époque que cette fragmentation allait continuer, et il disait le prochain pays sera probablement la Bosnie. Alors on va revenir sur la Bosnie, mais un fait très intéressant que personne n'a vu venir, je pense, c'est le Monténégro. Monténégro, c'est ce pays, avec ici, j'ai oublié son prénom, mais Djukanovic, qui dirige le Monténégro depuis l'époque de la Yougoslavie. Donc lui, il est indéboulonnable. Djukanovic a quand même perdu la majorité du gouvernement en 2020, début 2020, parce que alors pour rappel, donc le Monténégro devient indépendant en 2006, la Yougoslavie en fait a changé de nom en 2002, est devenue Serbie et Monténégro, 2002 ou 2003, qui était un seul État, avec beaucoup d'autonomie, et par la suite, 2006, le Monténégro devient indépendant. Et Djukanovic, petit à petit, va mener une politique, on va dire, entre guillemets, nationaliste. Et en 2019, il propose une loi pour nationaliser tous les biens religieux
qui n'appartenaient pas, enfin qui n'ont pas de titre de propriété avant une certaine date, c'est-à-dire en gros avant le XXe siècle. Bon. Ça a l'air d'une loi comme ça, on ne comprend pas tout de suite si on voit pas si on ne peut pas forcément percevoir l'ensemble des problèmes que ça va amener, et pourtant ça va être énorme. Et ça va lui coûter son gouvernement, jusqu'à aujourd'hui il n'est pas majoritaire au gouvernement. Ça va amener que, quelle est la religion au Monténégro? L'église orthodoxe, religion majoritaire à 80%, un peu moins de 75%. L'église orthodoxe est très hiérarchisée selon quelle église on appartient. Et si on est rattaché au patriarcat de Moscou, au patriarcat de Constantinople, et si on est rattaché au patriarcat de, j'en sais rien, moi, maintenant l'Ukraine, vous avez peut-être suivi à l'époque, mais a été reconnue comme église autonome indépendante de celle de Russie, ce qui a créé des gros problèmes au sein du monde orthodoxe, et ça c'est des problèmes qui sont récurrents. La grande question c'est, les églises yougoslaves orthodoxes, à qui est-ce qu'elles rendent des comptes? Jusque-là c'était simple. La seule grande église présente encore, c'était celle de Serbie. Il aurait pu y avoir celle de Grèce ou celle de Bulgarie, mais en gros depuis les guerres balkaniques, elles sont plus présentes. Donc, l'ensemble de ce pays, à part les zones ici albanaises, musulmanes, tout ça, c'est des orthodoxes rattachés à l'église de Serbie. Et quand Djukanovic nationalise les biens, ce qu'il veut surtout faire, c'est les voler à l'église de Serbie pour les donner à l'État monténégrin. Ce qui va déclencher des grandes manifestations avec les prêtres orthodoxes, mais ce qui va largement diviser le pays, parce que paradoxalement, vous avez ici la carte des langues au Monténégro. En bleu, les gens qui parlent le serbe, en rouge, ceux qui parlent le monténégrin. Déjà, pour faire la différence entre les deux langues, c'est parfois plus une différence entre dialectes qu'entre langues. Passe encore. On constate qu'une grande partie du Monténégro ne parle pas monténégrin. Donc est-ce que le Monténégro est monténégrin ou est-ce que le Monténégro est serbe? Aujourd'hui, c'est évident que les Monténégrins sont des Monténégrins, mais ça va déclencher une telle crise au sein de la population, avec parfois des gens qui se battent dans les rues par rapport à cette loi, entre pro et anti cette loi, avec une grande partie de la population monténégrine qui se dit serbe, parfois on dit qu'il y a 30% de Serbes, et vous avez des Monténégrins qui vont vous dire, mais de toute façon notre église c'est l'église serbe. C'est comme ça. On peut avoir un autre pays, mais notre église c'est l'église serbe. Et vous en avez d'autres qui vont dire, pas du tout, il faut qu'on ait notre propre église. Et c'est comme ça qu'en 2019, ou 2020 en l'occurrence, entre les deux, 2019 et 2020, on peut voir se dessiner les prémices de ce qui pourrait, je ne dis pas que ça va arriver, hein, je ne suis pas devin, mais de ce qui pourrait être une partition future du Monténégro. Le Monténégro qui était très stable jusque-là, qui n'a pas connu la guerre, tout ce qu'il a subi c'est les sanctions américaines, qu'il a subi très méchamment d'ailleurs, à tel point que le Monténégro est devenu une plaque tournante du trafic de cigarettes d'ailleurs. Parce qu'ils n'avaient pas de moyens d'avoir des devises, donc ils ont fait du trafic de cigarettes illégal, ça a été le seul moyen d'avoir de l'argent. Bref. Le Monténégro qui était très calme, et aujourd'hui dans une crise politique irrésolue, le gouvernement au pouvoir du Parti démocratique socialiste, je crois, du Parti du social-démocrate, je ne sais plus, est tombé en 2020, avec un autre gouvernement qui est resté sur 2022 mais qui s'est effondré aussi, et on voit dans le même temps que l'église orthodoxe, donc là vous avez l'ancien dirigeant de l'église monténégrine mais qui est serbe, qui s'appelait Amil Fovier, qui par ailleurs par exemple était totalement hostile à la reconnaissance du Kosovo. Donc la crise du Kosovo, elle s'ingère aussi au sein du Monténégro. Est-ce que le Monténégro doit être pro-russe, pro-serbe ou pro-américain? Concrètement, est-ce qu'il doit ou pas reconnaître le Kosovo? Tout le monde n'est pas d'accord. Le gouvernement de 2020 à 2022 avait comme ligne directrice de ne pas le reconnaître, hein, le Kosovo. Il est tombé parce qu'il est devenu minoritaire au Parlement, et depuis le mois de février, je crois, non, il y a eu un autre gouvernement entre-temps, depuis le mois d'août, il n'y a pas de gouvernement. Et là encore, tout à l'heure, je lisais l'actualité avant de venir, il y a eu la présidente, je crois, du Parlement qui dit au parti essayez de vous mettre d'accord qu'on fasse quelque chose, parce que là, on ne peut rien faire. Je ne veux pas attiser les craintes en disant que c'est comme ça que le pays va imploser. J'en sais rien, il peut très bien surmonter cette crise. En revanche, les implosions qui ont eu lieu ont souvent commencé avec des crises qui étaient plus ou moins similaires. Ça ne veut pas du tout dire que les mêmes causes font les mêmes effets. En revanche, c'est pour vous dire que ce type de processus, il n'est pas nouveau dans la région. Et en plus du Monténégro, il faut quand même revenir sur deux autres pays où il y a des soucis en ce moment. Bosnie. La Bosnie, il y a toujours des problèmes, c'est pas compliqué. La Bosnie, il y a tellement de problèmes qu'aujourd'hui, une personne de la communauté internationale peut faire passer en force des lois au sein du pays. Il y a une personne qui administre une partie du pays qui vient de la communauté internationale, à tel point, enfin, ça montre en fait que aujourd'hui le pays ne peut pas fonctionner tout seul.
Le Kosovo, il a pu s'affranchir de ça en 2008. La Bosnie a toujours besoin de la présence internationale pour fonctionner. Vous avez en rouge la fameuse République serbe de Bosnie. Donc comme on voit ici, elle a un territoire continu, suite au nettoyage ethnique. Suite au nettoyage ethnique successif. Vous avez ici les zones à majorité croate. Vous avez en vert les zones à majorité bosniaque. Et en jaune, celles qui sont mixtes entre les deux. La République serbe de Bosnie est dirigée par un régime relativement autoritaire, pour pas dire assez autoritaire, celui de Milorad Dodik, qui régulièrement, depuis quelques années, menace de faire sécession. C'est pour ça que dans le livre que je mentionnais tout à l'heure, ils aiment la probable implosion qui va suivre, ça va être celle de la Bosnie, avec la possibilité que tout ça devienne indépendant ou soit rattaché à la Serbie. L'année dernière, il y a eu un pic de tension énorme, qui s'est un petit peu calmé depuis. Dans le même temps, les Croates se disent « Pourquoi nous, on fait partie d'une fédération qui inclut tout ça, alors qu'on pourrait être comme les Serbes, et qu'au lieu d'avoir un État bicéphale, on pourrait avoir un État tricéphale ?» Alors vu de l'extérieur, on va dire c'est très compliqué, mais quand on est à l'intérieur, on se dit peut-être, mais nous on fonctionne très bien ici comme ça, pourquoi on a besoin d'être attaché aux Croates? Et donc les Bosniaques demandent d'avoir leur propre entité à eux, qui aurait au moins cette zone-là en bleu, mais ils essaieraient sûrement de gratter d'autres territoires ici sur la partie jaune. Qui plus est, il y a une loi qui est... Alors, moi j'ai pas réussi à la comprendre, pour changer le mode de scrutin pour les élections. Alors en fait chaque communauté a ses propres listes dans chaque canton. Ça veut dire que dans un canton qui va être à majorité serbe, c'est les Serbes qui votent, qu'ensuite en fonction de ça on a un certain prorata, etc. Et c'est le représentant de la communauté internationale, dont j'ai oublié le nom, qui veut faire passer cette loi. Il a dû faire beaucoup d'amendements, il s'est mis à dos les partisans de à peu près toutes les communautés, en tout cas des Croates c'est sûr, à tel point, sujet qui a presque rien à voir et pourtant, le parti au pouvoir en Croatie soutient les Croates et a donc menacé à un moment de bloquer l'intégration de la Finlande dans l'OTAN, parce que la Croatie fait partie de l'OTAN, si les droits des Croates de Bosnie n'étaient pas reconnus. Ça commence à être assez compliqué, mais ce qu'il faut bien retenir sur la Bosnie, c'est que c'est un pays très difficilement gouvernable, parce que c'est complètement, la partition est déjà totale à l'intérieur du pays. Petite lueur d'espoir, tant du côté des Croates que des Bosniaques, les partis traditionnels, nationalistes, ont perdu les élections qui ont eu lieu il y a quelques semaines. En République serbe de Bosnie, où Milorad Dodik, qui par ailleurs est un négationniste total des crimes qui ont été faits par les Serbes de Bosnie, sur les musulmans et sur les Croates de Bosnie, et de Croatie d'ailleurs, lui, son parti a bien gagné les élections, mais ça a été largement contesté dans la rue par la population, qui a demandé de nouvelles élections. Donc ça montre qu'il y a quand même une société civile qui arrive à se développer en Bosnie, chez les Serbes de Bosnie, ce qui n'était pas du tout évident d'ailleurs, mais là qu'on voit se dessiner. Donc on voit que les vieilles recettes commencent à ne plus vraiment marcher. De là à dire, est-ce qu'il y a des solutions qui sont proposables et qui vont marcher, n'allons pas trop vite. Tout ce qu'on peut voir, c'est que les nationalismes d'avant ont perdu les dernières élections. Dernier exemple, le Kosovo, évidemment. Le Kosovo est indépendant de la Serbie officiellement depuis 2008, mais n'est pas reconnu comme tel par la Serbie, qui n'a jamais reconnu cette indépendance. En 2018, il a failli avoir la paix qui allait être signée entre les deux, reconnaissance mutuelle, qui aurait permis aux deux d'être intégrés à l'Union Européenne par la suite, si l'Union Européenne l'acceptait. Pour l'instant, la France fait tout ce qu'elle peut pour refuser l'intégration à n'importe quel pays des Balkans, ou du reste de l'Europe d'ailleurs. Et ce qui allait être proposé, c'était un échange de territoires. Ces territoires ici, à majorité albanais de Serbie, reviennent au Kosovo. Le nord, grande population serbe du Kosovo, allait donner à la Serbie. Évidemment, ville très stratégique, Mitrovica, c'est une ville, quand je suis passé du nord au sud en bus, j'y suis passé, 20 minutes en bus dans la ville, on sent très bien les tensions. C'est pour vous dire le niveau de tension qu'il peut y avoir dans cette ville, où il y a eu un début d'émeute contre les Serbes d'ailleurs en 2004, qui a failli dégénérer en guerre civile. On ne sait pas à qui serait revenue la ville. Donc les deux parties à l'époque ont dit on est à 2 doigts de signer un accord. En fait on ne sait pas si elles s'étaient totalement mis d'accord. Au bout de quelques mois, ils ont dit chacun se sont rejeté la responsabilité en disant c'est l'autre qui a fait que l'accord n'a pas fonctionné, c'est de sa faute, ça ne marche pas. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, on y reviendra sur les questions si vous en avez, mais le point très important à comprendre, c'est à peu près le même que celui que je mentionnais sur la guerre de Bosnie, c'est que pour avoir la paix au Kosovo, qu'est-ce qu'on propose? Des échanges de territoire et de population. On fait du Kosovo un pays à majorité albanais,
et on fait de la Serbie un pays à majorité serbe, bon, ce qu'il y a déjà évidemment, mais au lieu d'essayer de trouver un moyen, alors c'est facile de le dire comme ça, hein, en Bosnie on essaie de trouver un moyen, on n'y arrive pas, mais de trouver un moyen d'avoir différentes communautés qui cohabitent, la seule solution qui est acceptée par les dirigeants de là-bas, et que la plupart de la communauté internationale en général reconnaît si les deux sont d'accord, c'est des échanges de territoires et des États mono-ethniques. Si demain il y a une nouvelle guerre qui éclate entre la Serbie et le Kosovo, de part et d'autre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a une tuilage ethnique. Puisque c'est comme ça qu'on gagne des territoires et qu'au final, c'est la seule solution qui marche et qui est vraiment reconnue et qui fonctionne sur le long terme, qui est reconnue par la communauté internationale. En ce moment, il y a une nouvelle crise au Kosovo. Alors, entre l'accord de 2018 et aujourd'hui, il y a eu un changement de gouvernement. Le dirigeant du Kosovo de l'époque a été arrêté pour suspicion de crime de guerre, ce qui est très probable d'ailleurs. En tout cas, il était un des dirigeants de l'UCK, le groupe armé qui a fait la guerre contre l'État serbe, enfin contre l'État yougoslave de l'époque du coup. Le nouveau au pouvoir, Albin Kurti, c'est quelqu'un qui est en général présenté comme un nationaliste, mais pas forcément pas nationaliste comme ceux qui ont fait les crimes de guerre, mais plus un peu plus jeune, mais qui veut donner un nouvel élan, mais qui fera aucune concession vis-à-vis de la Serbie a priori. Et une grosse crise qui menace le pays, c'est sur des plaques d'immatriculation de voitures. On revient un petit peu comme sur le Monténégro avec des nationalisations de biens religieux. Dans le nord du Kosovo, toute cette zone, les Serbes utilisent des plaques serbes. En général, ils travaillent avec la Serbie, des fois ils ont des plaques de l'époque. Bon. Jusque-là, il n'y avait pas trop de problème parce qu'il était négocié que les Serbes de cette zone puissent avoir des liens quand même avec la Serbie. Le Kosovo menace de dire il n'y aura plus de plaques serbes possibles, il faudra des plaques kosovares, ça sera obligatoire. Et en plus, il faudra que chaque population paye chaque personne paye pour changer sa plaque. Et ça, c'est à la rigueur presque un détail là-dedans. Qu'est-ce que ça engendre? Déblocage des rues à l'époque, des postes frontières. On est revenu sur cette loi, on la repropose. Et le Kosovo, c'est particulier, c'est qu'il doit y avoir une parité entre les députés de chaque communauté. Il doit y avoir 10 sièges pour les Serbes. Ça, c'est automatique. Les 10 sièges ont été gagnés par le seul parti qui peut proposer 10 personnes, parce que c'est un parti autoritaire qui dirige les Serbes du Kosovo, qu'on appelle la liste serbe. Et la liste serbe a dit, on démissionne tous. Les 10 démissionnent, on quitte tous les postes de police, toute l'administration du Kosovo, on quitte tout, tant qu'on n'aura pas respecté nos droits. Albin Kurti dit c'est la Serbie qui instrumentalise et qui soutient. C'est vrai que la Serbie instrumentalise et soutient. Néanmoins, quand il dit ça, c'est pour dire c'est les Serbes qui sont contre nous, nous on pourrait se débrouiller tout seul. Mais quand il cherche à se débrouiller tout seul, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même plus à la faveur de son gouvernement et moins à la faveur des minorités locales. Si dans un certain délai, que je n'ai pas en tête, les 10 députés serbes ne sont pas remplacés par 10 députés serbes, il faudra refaire des élections. Il faudra refaire des élections avec des députés serbes qui accepteront de travailler avec le gouvernement en place, et peut-être que ça va se régler très vite, peut-être qu'on va rentrer dans une crise politique au Kosovo qui n'aura pas de gouvernement, et que ça peut très vite dégénérer n'importe comment. En 2004, dans la région de Mitrovica, il y a une personne qui a tiré sur une étudiante serbe de 18 ans, ça a déclenché des émeutes interethniques dans l'ensemble du pays. Ce qu'on voit dans ce livre que j'arrête pas de mentionner depuis le début, où il disait sur cet élément, on ne sait pas qui a déclenché ces émeutes, mais il a réussi à prouver quel était son objectif. Il peut mettre le Kosovo à feu et à sang à partir de, j'allais dire de rien. Un assassinat sur une fille de 18 ans c'est quelque chose, mais il suffit de ça pour mettre un pays à feu et à sang. Enfin, pour mettre en tout cas le Kosovo à feu et à sang. On ne sait pas ce qui va arriver pour la suite. Je vous ai mis ici 4 livres qui, moi, m'ont pas mal aidé dans mes recherches et là-dedans. La biographie de Tito, pour voir comment la Yougoslavie communiste fonctionnait. Comprendre les Balkans, par Jean-Arnaud Derens et Laurent Gesselin, qui est donc le premier livre que j'ai lu à l'époque, sur les Balkans, bien sûr. Les Vaincus, qui n'est pas spécialement sur les Balkans, mais qui est plus sur l'ensemble des pays qui ont perdu la guerre, la Première Guerre mondiale, et comment, en fait, mécaniquement, on en est arrivé à des phénomènes de violence, et par la suite au nazisme. Mais ça touche à la fois l'Italie, ça touche à la fois la Turquie, ça touche à la fois les pays baltes, les Balkans, à peu près toute l'Europe. Et enfin celui-ci très intéressant, qui est sur vraiment les intellectuels en Yougoslavie, en gros des années 80 jusqu'aux années 2000, ou 95 peut-être, avant l'effondrement de la Yougoslavie jusqu'à après la guerre. Et qui montre que les mondes
des intellectuels de chacune des républiques ont continué à communiquer ensemble, mais qui montrent très vite quelles étaient les crises et face auxquelles ils n'ont parfois et souvent pas pu faire face. Et je vais m'arrêter là, et je vous écoute si vous avez des questions. Oui, une question sur le cerveau croate. Tu vois, tu dis qu'il y a deux départements différents maintenant à l'INALCO. Ça veut dire que ce sont deux langues différentes. Comment, il y a 30 ans ou 50 ans, c'était la même langue? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce qu'une langue, c'est un État qui définit qu'est-ce qu'il y a une langue officielle. Alors, les gens qui parlaient serbe, ils parlaient la même langue que les Croates ou... Ils parlaient ce qu'ils parlaient, mais ce qui était enseigné à l'école était une langue différente de ce qui est maintenant. C'était une langue qui était entre le serbe et le croate, qui était un petit peu entre les deux. On a fait une langue officielle. Et ensuite, les Croates, quand ils ont voulu s'émanciper, ont dit mais en fait ça c'est des mots qui sont empruntés au serbe, mais qui ne sont pas le vrai croate. Notre langue c'est ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas de langue officiellement reconnue croate, nulle part dans le monde, sauf peut-être dans les cercles intellectuels croates en diaspora. Ouais. Et du temps de l'Empire ottoman, justement, comme un peu le système des colonies, ils n'ont pas imposé justement une langue unique, ils ont pas... Non, parce que... Non, justement, ça c'est quelque chose qui était fait dans les États-nations, mais pas dans les empires. Les Ottomans, eux, tout ce qui les intéressait, c'était de récupérer l'argent et ce qui était nécessaire pour la survie de l'empire. Donc les gens peuvent parler ce qu'ils veulent, ils peuvent dire qu'ils parlent la langue qu'ils veulent et ils peuvent changer le nom, ils s'en fichent. Tant que ça ne gêne pas le pays, la structure de l'empire, peu importe. Et il n'y a aucune volonté d'imposer. En tout cas, d'imposer une langue. Juste culturellement, la langue qui dominait, c'est bien sûr la langue turque. Mais pour faire du commerce, c'est pas forcément la plus nécessaire, mais parfois ça l'était. Dans l'administration, il fallait parler en général la langue turque. À partir de là, après, le reste, c'est le cadet de leurs soucis. Ouais. Sur ce qui, dans la Yougoslavie, l'entre-deux-guerres, enfin, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui fait que les Croates du coup sont maintenus à distance du pouvoir? Qu'est-ce qui crée cette rancœur en fait? Comment ça se fait que les Croates sont des citoyens seconde zone en fait? C'est parce que les institutions ont été totalement noyautées par les Serbes. Et c'est culturel, comment ça se passe en fait? Ce qui s'est passé, c'est que les Serbes ont payé un énorme tribut pour la Première Guerre mondiale. On estime qu'il y a peut-être 30% de la population serbe qui est morte pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le livre Les Vaincus. Les pays qui ont gagné ont été récompensés pour ce qu'ils ont fait. Donc quand on crée la Yougoslavie, c'est le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, mais en réalité, on crée ce royaume pour remercier les Serbes. Donc les Serbes vont vite prendre des positions dominantes par rapport aux autres, et progressivement ils vont marginaliser tous les... Enfin progressivement, même très rapidement, ils vont marginaliser tous les autres, et les Croates ont participé à la guerre, mais ils ont participé déjà souvent plus dans l'empire d'Autriche-Hongrie qu'autre chose. S'ils ont pu se soulever ou autre, c'était trop minoritaire. On va dire, vous êtes indépendant, vous faites partie du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, vous avez votre pays, et après on rentre pas dans ce genre de soucis. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs sur cette période de l'entre-deux-guerres, c'est que c'est tous les pays vainqueurs de la guerre qui ont eu des États multiethniques, qui ont créé des divisions interethniques après dans les pays. Parce qu'ils ont réussi à prendre les territoires d'autres pays, alors que la Bulgarie n'a pas eu ce problème. La Bulgarie, on leur a amputé tous les Bulgares possibles et imaginables qu'ils pouvaient revendiquer ailleurs. Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont essayé de reprendre d'autres territoires, mais la Bulgarie, c'est un État ethniquement quasi homogène. Il y a des minorités bien sûr, mais parce qu'on ne leur a pas donné les territoires multiethniques qu'ils pouvaient avoir ailleurs. Et du coup, pour les Serbes, ils ont pu comme ça noyauter très vite les institutions. La royauté était serbe, les postes principaux étaient donnés à des Serbes, et après, quand il y a les principaux postes très vite, on marginalise en dessous, puis en dessous, puis en dessous. Et les Croates, du coup, n'ont pas du tout eu voix au chapitre, alors que dans la fondation intellectuelle de la Yougoslavie, avant qu'elle naisse, on dit la volonté de créer ce royaume, les Croates étaient partie prenante. Mais eux-mêmes étaient déjà divisés à l'époque parce qu'il y avait déjà des groupes nationalistes croates qui refusaient d'être dans un royaume avec les Serbes. Ils disaient nous on veut notre propre pays. C'est pour ça aussi qu'il y a très vite des mouvements d'extrême droite qui peuvent se créer chez les Croates plus vite que d'autres peuples qui sont marginalisés comme les Albanais du Kosovo. Les Albanais du Kosovo ils sont pas organisés du tout. Les Croates ils sont très organisés, et notamment avec les normes européennes parce qu'ils venaient déjà de l'Empire d'Autriche-Hongrie et qu'ils ont déjà des groupes nationalistes qui ont déjà pensé en état croate hors de la Yougoslavie avant même que la Yougoslavie existe. Question, non? Oui, le Kosovo, ouais. Il est reconnu par la communauté internationale comme État?
Ça dépend par quel pays. La communauté internationale, c'est une communauté, c'est pas une institution en tant que telle. Alors peut-être que l'ONU le reconnaît en tant que... L'ONU probablement, mais la Russie le reconnaît pas. La Chine ne le reconnaît pas. C'est 2 États membres du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Union européenne, de mémoire, le reconnaît, mais ne peut pas imposer à chacun des États membres de le reconnaître. Et l'Espagne, par exemple, a fait en sorte que ça soit pas reconnu, parce que l'Espagne ne veut pas reconnaître le Kosovo, parce que sinon on va lui dire à la Catalogne. Et pour le Kosovo, je profite des questions pour agrandir là-dessus, mais souvent l'Union européenne, à l'époque, disait qu'on ne reconnaît pas les États qui se créent dans la violence, on les reconnaît seulement si c'est le fruit d'un processus démocratique. Bah, la Catalogne, ça a été un processus démocratique, mais considéré comme illégal par l'Espagne, à tort ou à raison, ça n'a pas été reconnu. Et le Kosovo, alors certes, il y a eu un processus démocratique à la fin, mais ça s'est quand même construit sur une guerre et une intervention étrangère qui n'avait même pas de base légale, puisque c'est fait sans autorisation de l'ONU. Alors, la différence avec l'Irak, c'est que l'Irak s'est fait contre un veto de l'ONU. Là, c'est encore un autre niveau. Mais à l'époque, l'ONU n'a jamais proposé qu'il y ait une quelconque intervention de soutien. C'est l'OTAN qui a dit unilatéralement, on intervient et puis c'est tout. Ça a marché. Donc malheureusement, et c'est pour ça que je parlais notamment des nuages ethniques et autres, le Kosovo, en fait, c'est l'exemple même que toute la bonne volonté de l'Union européenne et de la communauté internationale, ça pèse rien face à la réalité de terrain. Et chaque fois qu'il y a des choses qui sont proclamées, le contraire fonctionne mieux, malheureusement. Et ce qui est proclamé ne fonctionne pas. C'est pour ça que le Kosovo, ça dépasse de loin la seule crise yougoslave, mais ça concerne des conflits jusqu'à la guerre aujourd'hui en Crimée, où la Russie va régulièrement dire, de toute façon, vous êtes intervenu illégalement au Kosovo à l'OTAN pour dire vous êtes des criminels, et la Russie va estimer que ce qu'elle fait au Donbass, c'est la même chose que ce que l'OTAN a fait au Kosovo. C'est pas totalement faux, hein, si on prend les faits, c'est pas si différent non plus. Oui ? Quel est le rôle de la Russie par rapport à la Serbie? En 1914, c'est les fervents partisans des Serbes, ouais, qui eux-mêmes étaient en guerre contre l'Autriche-Hongrie. Et ouais, par la suite, qu'est-ce qui se passe par rapport à la Russie, même aujourd'hui? il y a eu énormément de changements en fait de la politique vis-à-vis de la Serbie, de la Russie vis-à-vis de la Serbie. Donc là, évidemment, la Russie soutient totalement la Serbie dans la lutte d'indépendance contre les Ottomans. Pendant la guerre, il y a un fort soutien, mais aussi de la France et de l'Angleterre. La France était un des pays les plus pro-serbes à l'époque d'ailleurs. Ensuite, il y a l'URSS. L'URSS soutient les partis communistes dans chacun des pays. D'ailleurs, la création d'un État macédonien, c'est l'URSS plus ou moins qui l'impose, parce qu'ils estiment que pour lutter contre le nationalisme, les Macédoniens ont droit à leur propre indépendance, que les communistes yougoslaves vont accepter et que les Grecs communistes vont accepter aussi, ce qui va déclencher des problèmes pendant la guerre civile grecque après. Donc évidemment la Russie soutient le parti communiste yougoslave de Tito. Il y a la Seconde Guerre mondiale. Tito et Staline s'entendent plutôt bien parce que Staline pouvait envahir la Yougoslavie et dire à Tito, t'es notre subalterne sur place. C'est lui qui a laissé Tito libérer Belgrade. Mais il aurait pu le faire de lui-même s'il voulait. Donc il n'y avait pas des conflits insurmontables à l'époque, qui sont devenus insurmontables plus tard à partir des années de 1948. À partir de là, rupture totale. La Yougoslavie devient presque un pays pour l'URSS, un pays capitaliste. De part et d'autre, il y a des problèmes, il y a des rapprochements et autres. À partir de la guerre civile, la guerre de Yougoslavie, la Russie va être plutôt pro-serbe, mais c'est pas tant le fruit d'un processus historique que le fruit d'une rancœur qui est vécue pareil de part et d'autre. Dans les deux cas, on a été un grand pays qui est complètement démantelé, et les deux se sentent trahis par les États-Unis pour deux raisons différentes. Les Serbes, parce que les États-Unis soutiennent le démantèlement de la Yougoslavie totalement, et en plus interviennent unilatéralement et bombardent Belgrade pendant la guerre du Kosovo. En Russie, Yeltsin, lui, quand il arrive au pouvoir et donc il met fin à l'URSS, il veut se tourner vers les États-Unis en tant que partenaire. Ce qu'il voit, c'est que l'OTAN se déploie partout à ses frontières pour en gros être sûr que la Russie ne redevienne pas une grande puissance. Donc le partenariat, il n'est pas vécu pareil, il n'est pas vécu comme il a été pensé par Yeltsin au début. Et donc dans les deux cas, il y a l'idée qu'en fait l'OTAN reste une menace pour nous, même quand on n'est plus vraiment une menace, parce que la Russie, que ce soit l'URSS, c'est plus la même menace qu'avant. La Yougoslavie, quand elle a perdu la Croatie, la Bosnie, la Macédoine et le Monténégro le perd plus tard, et la Slovénie, c'est plus vraiment une menace. Et malgré tout, les États-Unis continuent à nous attaquer, nous en particulier, c'est nous qui sommes vécus comme une menace. Donc il y a cette même rancœur vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de l'OTAN, qui sont des menaces pour nous,
pour la Serbie, une menace qui l'a bombardé dans sa capitale même et qui a renversé un chef d'État. Et donc c'est à partir de là que des nouveaux liens se créent dans les années 2000, notamment avec Vladimir Poutine. Par la suite, il y a un chef d'État qui arrive en Serbie de mémoire, c'est en 2011, qui est Aleksandar Vučić, toujours au pouvoir actuellement, qui a un parcours incompréhensible. Il a commencé comme quelqu'un d'extrême droite qui niait les crimes qui ont été commis par les milices serbes. Après, il s'est excusé pour les crimes commis par les milices serbes en menant une politique pro-européenne. Néanmoins, ça reste quelqu'un d'assez autoritaire en interne, qui se rapproche quand même de la Russie, et qui finalement finit par tourner plus ou moins la porte à l'Union Européenne, mais qui essaye aujourd'hui d'être balancé parce qu'il faut être quand même entre les deux, on ne peut pas être complètement pro-russe. En revanche, parmi les déçus dans la population serbe de la Serbie, et de l'Union Européenne a fortiori, mais même de l'État serbe qui n'a pas su protéger la Serbie, il y en a énormément qui sont pro-russes, et il y a énormément de volontaires serbes qui font partie de milices russes. Les Russes ont des milices qu'ils appellent les Cosaques, comme à l'époque des Cosaques de l'Empire russe. Il y a des Cosaques, des gens des Balkans, qui concernent des Serbes et des Monténégrins principalement, les Serbes de Bosnie, et parmi ceux-là, il y en a beaucoup qui sont partis se battre au Donbass. Bon, là, on n'est plus sur des relations entre États, on est plus sur des relations de certaines populations, c'est pas l'ensemble de la population. Mais en tout cas, depuis les années 2000, il y a ce rapprochement qui se fait avec la même rancœur vis-à-vis de l'Union Européenne et de la communauté internationale et de l'OTAN, en se disant on est obligé de parler un petit peu avec eux, mais c'est pas des partenaires qui nous veulent du bien. Et mécaniquement, ça crée des intérêts communs. Oui. Est-ce que, oui, j'aimerais savoir, est-ce que les chefs d'État entre eux dans les pays Balkans, comme ça, essayent de se réunir ou essayent de faire une communauté, enfin bon, pour en sortir quoi, de ce... Oui et non. Il y avait un très bon article du Monde diplomatique à l'époque. Le problème, c'est que dans l'immense majorité de ces pays, les chefs d'État, c'est les anciens criminels de guerre. Ou des gens qui ont soutenu les criminels de guerre. Et du coup, ils peuvent pas se réunir totalement parce que personne ne veut recréer une Yougoslavie maintenant. Mais en même temps, ils se comprennent très bien puisqu'ils ont fait la même guerre de part et d'autre. Même chez les criminels de guerre, quand ils étaient tous arrêtés en détention, ils s'entendaient tous très bien entre eux. Ils ont massacré les populations des uns et des autres, mais ils savaient qui avait massacré qui et pourquoi. Et si j'ose dire, c'était de bonne guerre pour eux. Alors évidemment, c'est pas eux qui sont morts. Ceci dit, ils étaient en détention à ce moment-là. Ils n'avaient aucun problème à parler entre eux. Et c'est des gens qui parlent le même langage. Paradoxalement, peut-être, c'est pas sûr du tout, mais peut-être que pour les nouvelles générations, ça va être plus dur. Parce que typiquement, la jeune génération kosovare, dans une ou deux élections, c'est des gens qui n'auront jamais connu le Kosovo au sein de la Serbie. Négocier avec des Serbes, pour eux, ça ne sera pas du tout la même chose que les plus vieux. Quand on a vécu au sein de la Serbie avec des Serbes à côté de chez soi, pour un Kosovar, c'est pas la même chose que quand on a vécu au Kosovo indépendant, sans connaître de Serbes, à part ceux qui sont au nord éventuellement. Donc, il y a des dialogues qui existent, il y a des gros problèmes entre les populations qui existent aussi, il y a des sommets qui sont faits régulièrement, il y en a pour qui ça fonctionne mieux que d'autres, mais ça dépend énormément des régimes en place. Si on prend l'exemple de la Macédoine, j'ai pas mentionné ce conflit-là. La Macédoine, pendant longtemps, s'appelait Ancienne République Yougoslave de Macédoine, officiellement, parce que les Grecs et les Bulgares ont dit ça peut pas s'appeler la Macédoine c'est chez nous. C'est pour donner... Quel exemple on pourrait donner qui ressemblerait à ça? C'est comme si demain il y avait un État alsacien qui apparaissait, mais qui n'était pas l'Alsace française, qui apparaissait en Allemagne. Mais il ne peut pas y avoir un État alsacien, sinon il va revendiquer l'Alsace de chez nous. Donc vous trouvez un autre nom, vous vous débrouillez, mais l'Alsace, c'est en Alsace, c'est en France. Les Grecs, en gros, et les Bulgares, mais surtout les Grecs, disaient non, la Macédoine, c'est la Macédoine grecque, ça fait partie de la Grèce, c'est l'héritage grec, et les Macédoniens n'ont pas le droit de s'approprier notre héritage. Il a fallu 2018 et la chute des conservateurs de la VMRO DPMNE pour qu'il y ait un nouveau président qui arrive qui est d'origine albanaise. Il y a 20 à 25% d'Albanais en Macédoine qui sont plutôt persécutés. Donc il y a le fait qu'il y ait des Albanais qui arrivent au pouvoir, je sais pas s'il est albanais, je dis peut-être n'importe quoi, mais en tout cas son parti représentait plus les intérêts des Albanais que les conservateurs d'avant, et lui il est prêt à faire des concessions. Au lieu de dire aux Grecs on va s'appeler la Macédoine, il dit on va s'appeler la Macédoine, mais pas la Macédoine complètement, pour montrer que c'est pas la même que la vôtre, comme ça on se met d'accord. Et c'est comme ça qu'est venu le nom de Macédoine du Nord, qui était un nom très prévisible, mais ça aurait pu être Macédoine du Vardar, qui est le fleuve principal qui passe en Macédoine. Mais il a quand même fallu pas loin de 30 ans pour que la Grèce accepte de parler à la Macédoine
pour autoriser la Macédoine à rentrer dans l'Union Européenne. Ce que la France a bloqué après, et maintenant c'est la Bulgarie qui bloque pour d'autres sujets, parce qu'ils vont dire, mais la culture macédonienne, c'est que des éléments de la culture bulgare. Et la Macédoine, c'est assez original, parce que quand même, juste sur 2018, ça s'appelait, c'était FYROM en anglais, enfin, ancienne république yougoslave de Macédoine, c'est vraiment tout faire pour pas dire le nom Macédoine, quoi. Donc, c'est possible de faire des sommets, mais la Grèce et la Macédoine, il a fallu 30 ans pour qu'ils parlent, et les deux sont démocratiques. Alors quand c'est le Kosovo et la Serbie, par exemple, c'est plus complexe. Quand c'est le Kosovo et la Bosnie, il y a des dialogues, hein, mais c'est pas évident. Et surtout, souvent, c'est pas très sincère. Vous avez une question, ouais. Oui, enfin, moi j'ai des... Enfin, c'est tellement complexe. Mais ceci étant, enfin, pour moi c'est hyper complexe, mais ce dont je me souviens du temps des... On disait, bon, la guerre, les guerres, c'était... Il y avait les Serbes contre les Croates, oui. Et il y avait, dans les blocs, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il y avait les Serbes, les Croates et les musulmans. Oui. Alors, je veux dire, et moi à l'époque, je me disais, c'est scandaleux d'appeler un groupe d'une religion. Enfin, je ne comprenais pas pourquoi la communauté internationale appelait un des belligérants musulmans. Je ne comprenais rien. Là, au début, je me suis dit, tiens, je vois un petit peu une petite idée, mais aujourd'hui, ça devient quoi, le côté musulman? Musulman? Oui. Les musulmans? Oui. Depuis, il s'est créé un tas de choses, mais on ne parle plus du tout, si j'ai bien compris, plus du tout de cette notion de groupe, disons, de musulmans. Oui. Ils le sont, mais... Oui. Le nom a changé, maintenant on dit les Bosniaques. Ah, d'accord. Les Bosniaques, c'est les anciens musulmans. Bah, c'est ça. Oui. C'est simple, mais les Bosniaques ne sont pas tous ni en Bosnie, ni bosniens. Eux, ils ne sont pas tous musulmans, bien sûr, ça serait trop facile. Mais je suis allé dans une ville de Serbie, qui est une ville à majorité bosniaque, qui est à la frontière du Kosovo. Et c'est plus loin que la Bosnie. Mais comme c'est des Slaves, slavophones musulmans, on dit que c'est des Bosniaques. Et c'est même pas sûr qu'ils parlent bosniaque. Peut-être qu'on leur a ensuite appris le bosniaque, mais qui n'était pas du tout leur langue d'origine, parce que le bosniaque, c'est une région de la Bosnie, Bosnie-Herzégovine, c'est déjà deux régions différentes au sein d'un même État. Mais tous les musulmans de Bosnie, enfin tous les musulmans d'ex-Yougoslavie, aujourd'hui, on va les appeler les Bosniaques. Le terme n'est pas forcément le plus précis. Le musulman n'était pas forcément le plus précis non plus. Mais oui, c'est pour ça. Aujourd'hui, ce n'est plus jamais, on en parle, on n'utilise plus ce terme. Non. Hein, c'est ça. Oui, non, quasiment plus. Parce que dans mon esprit, ça prêtait une confusion encore d'un autre ordre, quoi. Hein. Oui. Hein, puisque oui, bien sûr. Je croyais que la Serbie c'était une entité. Je m'aperçois que c'est pas si simple. C'est jamais simple dans les Balkans. Mais je voyais pas du tout ce qu'étaient les musulmans, quoi. Cette entité dite les musulmans. Mais par exemple, alors pareil, ça se disait peut-être plus avant, alors, pas forcément dans les médias ici, mais ça se comprenait peut-être plus là-bas. Les Croates sont catholiques, les Serbes sont orthodoxes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je prends Emir Kusturica, qui est une famille d'origine musulmane, si lui se convertit à l'orthodoxie, il est possible que ses enfants ne se disent pas bosniaques. Il est possible qu'ils se disent serbes. Parce qu'en fait, la religion est tellement associée à un peuple que quand on change de religion, c'est presque comme si on changeait d'un peuple. Dans la mentalité là-bas, mais on garde la même langue, donc c'est pour ça que entre la mentalité des gens de là-bas et puis les catégories qu'on va trouver ici, ça va être différent. Mais musulmans, c'était pour différencier des Croates catholiques et les Serbes orthodoxes. Alors c'est vrai, les trois religions. Le côté religieux vient clarifier les choses. Voilà, oui. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Oui, c'est ça, je pense. Oui. Ça devient des petits pays, mais enfin, ils sont toujours en guerre. Qui c'est qui leur vend les armes? Ouh. Alors, non, il meurt dans beaucoup de pays. On peut envoyer des gens aussi comme Médecins sans frontières sans travailler, mais après c'est nos armes qui vont ils s'en servent, c'est pas un autre problème. Ouais, mais en fait la Yougoslavie, quand elle gagne la guerre, c'est la 4e armée d'Europe, puisqu'elle s'est libérée elle-même.
De mémoire, il doit y avoir l'Union soviétique, c'est sûr, le Royaume-Uni et peut-être la France, mais quand on voit ce que la Yougoslavie communiste a fait, elle était déjà très armée. Qui plus est, elle était avec l'Union soviétique qui pouvait menacer n'importe comment de l'Union soviétique et des pays frontaliers de la Yougoslavie qui sont pro-soviétiques, et il y avait l'OTAN de l'autre côté. Donc la Yougoslavie a toujours produit des armes aussi. Donc les armes, c'est pas ce qui manque, il n'y a pas besoin de leur en vendre énormément. Au contraire, il y a énormément de trafic d'armes parce qu'il y a tellement d'armes que c'est plus facile de les vendre à d'autres personnes. Les criminels de guerre sont les premiers à vendre des armes et parfois aux criminels de guerre en face. C'est tout à fait possible que des gens vendent à leurs ennemis. Parce que c'est un moyen d'avoir de l'argent, c'est ce qui se passe dans toutes les guerres d'ailleurs. Mais non, la Yougoslavie produit, j'ai pas les chiffres, hein, peut-être qu'ils en importent en plus, mais en général, ils sont suffisamment fournis en armes par eux-mêmes. Après, sur les armées modernes, eux, ils vont avoir, ceux qui sont dans l'OTAN vont avoir les technologies de l'OTAN, ceux qui sont proches de la Russie vont plus, la Serbie en l'occurrence, va peut-être acheter du matériel à la Serbie. Mais là, on n'est plus dans le contexte des guerres de Yougoslavie, on est dans l'époque très actuelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La question que je me pose, c'est d'une telle histoire tellement complexe, tellement compliquée, qu'est-ce qu'on peut tirer comme, disons, pas idée force, mais enfin comme qui pourrait nous servir aux générations qui viennent, parce que quand on voit ce qui se passe en Ukraine, le Donbass, etc., c'est pas de la même dimension, mais c'est du même. Pour moi, c'est un peu la même odeur. Je sais pas comment dire. Oui, il y a des choses qui sont en commun, c'est évident, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Parce que il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Oui. Eh ben. Alors, malheureusement, j'ai pas de solution pour que les guerres s'arrêtent à ce niveau-là. En revanche, je vais reprendre tout simplement les deux points que j'avais en introduction, mais c'est bien de les rappeler plus en conclusion. C'est que la communauté internationale, d'une manière générale, a tendance à vouloir fixer les choses en pensant que ça va régler les problèmes. Mais les choses ne peuvent pas être fixées. Des grandes idées qui peuvent être les plus gentilles, les plus positives du monde, qui sont fixées à Washington ou à Bruxelles ou ailleurs, quand on est un criminel de guerre en Serbie, dans un village avec un village musulman à côté, Bruxelles c'est très loin. Et chanter Mon père est un criminel de guerre, il n'y a personne de Bruxelles qui va nous arrêter pour ça. Donc on peut le chanter sans aucun problème, on peut faire les crimes de guerre à côté. Donc plutôt que d'essayer de trouver des choses, comme ce qui est fait en Bosnie, à mettre une nouvelle règle à chaque fois pour dire oui mais dans telle situation on va éviter tel truc, oui mais là on va faire ceci, oui mais là on va faire en sorte que ça n'arrive pas, à créer un ensemble de règles que plus personne comprend et que plus personne n'a envie de comprendre et pour essayer de faire vivre ensemble des gens qui au final ne veulent pas vivre ensemble. Moi la première chose c'est que les frontières physiques dans les Balkans et dans beaucoup d'autres régions, il faut accepter qu'elles changent et qu'elles changent de temps en temps. Malheureusement, dans le droit international il y a intégrité territoriale parce que quand on est dans des États, on aime la stabilité, et la base de la stabilité, c'est que les frontières ne changent pas. Donc ça, c'est mon opinion très personnelle qui sera partagée par très peu de gens dans la communauté internationale, dans les experts ou autres. Mais maintenir des frontières que personne ne veut, je ne pense pas que ce soit un gage de stabilité. C'est comme ça que beaucoup pensent. Alors, changer les frontières tous les 2 jours, c'est pas non plus un gage de stabilité. Il faut trouver un entre-deux entre les deux. Mais aujourd'hui, à part sur le cas du Kosovo, qui au final crée encore plus de problèmes, parce que c'est la seule fois où on a dérogé à la règle, mais qu'on ne comprend pas pourquoi on a dérogé à la règle sur cette fois-ci, qui était même pas forcément à l'origine, peut-être pas la plus légitime, ou pas, mais en tout cas même si elle l'était, pourquoi là on dérogeait à la règle et pas les fois d'avant? La première chose c'est que les frontières physiques, elles ont vocation à changer. Elles ont toujours bougé, même de façon démocratique ou de façon pacifique, les frontières changent, et elles vont changer. Et dans les Balkans, ça va changer. Et ensuite, c'est de se dire que les identités ont le droit d'évoluer aussi. Ce que fait l'Union Européenne en Bosnie en disant on va créer une fédération serbe, une fédération croato-bosniaque et une république serbe, et on va donner des listes à chaque peuple, c'est exactement ce que faisait la Yougoslavie en disant il y a 17 communautés et on fait partie de telle ou telle communauté. Si on est serbe mais qu'on ne se sent pas représenté par les listes serbes, on est foutu. En Serbie, au Kosovo, dans la liste serbe, enfin dans les Serbes du Kosovo, il y a un leader qui a été tué en 2018, qui s'appelait, ou en 2019, je sais plus, Oliver Ivanovic, qui a probablement été tué par les Serbes du Kosovo, la liste serbe, le parti principal, qui l'accusait d'être des gangsters. Et il y a encore son frère qui a dit récemment, c'est sûr que c'est les Serbes du Kosovo qui l'ont tué, parce qu'il menaçait trop d'intérêts en place par des groupes mafieux. En République serbe de Bosnie, c'est pareil. Mais, pour ne pas froisser les dirigeants déjà en place,
qui sont les anciens criminels de guerre, ou en tout cas ceux qui sont liés aux anciens criminels de guerre. Je ne veux pas dire que Milorad Dodik est un criminel de guerre, j'en sais rien. En tout cas, c'est un négationniste des criminels de guerre, donc il n'est pas si éloigné de ce monde. Comme c'est lui qui avait les armes à l'époque, en tout cas c'est son parti qui avait les armes, on est obligé de composer avec, donc on lui donne quelque chose, et après il sème la terreur s'il veut dans son entité, qui est au final pas un pays, mais dans son entité, et la communauté internationale n'a rien prévu pour ça, à part envoyer des observateurs pour voir si les élections sont vraiment libres. Et si elle dit qu'elles sont pas libres, il n'y a pas grand chose qui va changer, parce que c'est pas la priorité de semer plus de chaos en Bosnie en poussant la République serbe de Bosnie à sortir, etc. Donc là aussi, il faut accepter que les choses puissent changer. Et en fait, tant qu'on s'enferme à essayer de trouver une solution en disant là, ça va régler le problème, ça ne réglera pas le problème. Au mieux, ça va le bloquer pour quelques années. Donc je dirais, la chose à retenir, c'est d'accompagner le changement, en prenant en compte qu'il va forcément avoir lieu. Maintenant, je vais pas vous mentir, c'est très facile de dire ça à Saint-Michel-sur-Orge avec un micro, j'ai pas la solution et pour que ça se passe bien. Sinon je serais malheureusement pas ici, je serais là-bas en train d'essayer de régler les problèmes, mais ça serait la seule solution que je vois. Comment ? La solution, c'est un leadership, un leader qui réussisse à unifier tout. Oui, s'il existait, oui, mais il y a eu Tito peut-être. Voilà, repris Tito. Ouais. Est-ce qu'il y a des minorités pacifiques? Comment ? Est-ce qu'il y a des minorités pacifiques dans tous ces pays? Oui, parce qu'au final, il n'y en a aucune qui veut vraiment la guerre non plus, mais il n'y en a aucune qui veut forcément faire de concessions non plus. Et le problème, c'est que les minorités pacifistes qui sont prêtes à faire des concessions pour l'autre, qui arrivent à parler entre elles et à avoir suffisamment d'attaches sans être décrédibilisées par d'autres choses. Je donnais un exemple tout bête, mais si ces personnes en plus défendent le droit des LGBT, il y a tous les les homophobes qui vont dire on ne peut pas suivre cette personne. Et paradoxalement, des fois, se battre sur plusieurs combats, ça va décrédibiliser face à trop de monde. Et même si on soutient plusieurs combats, je dis pas qu'il faut pas soutenir tel ou tel combat, hein, c'est évidemment pas mon propos. Mais quand on mélange trop de choses comme ça, il y a un mal absolu dans les pays d'Europe de l'Est qui est George Soros. George Soros, c'est quelqu'un de la finance, qui est d'origine hongroise. Je crois qu'il est aussi d'origine juive, ce qui malheureusement pour lui n'arrange rien à sa réputation dans des pays où l'antisémitisme reste quand même très fort, même s'ils ont combattu le nazisme à l'époque. Soros a largement soutenu le gouvernement américain, notamment au moment des guerres de Yougoslavie d'ailleurs. Dans tous les pays d'Europe de l'Est, dire de quelqu'un qui est financé par Soros, c'est fini en fait, sa carrière politique, militante, quoi que ce soit est finie. Donc pour peu qu'on soit un tout petit peu trop proche d'un groupe pro-américain, voire pro-Soros, voilà. Donc réussir à être sur toutes les pincettes pour toucher du monde, ne pas être décrédibilisé, parler avec les bonnes personnes et avoir un tout petit peu d'influence, de pouvoir, aujourd'hui ça se voit pas des masses. C'est dur à dire, il y en a peut-être, il n'y en a pas avec la vision que nous on va avoir en tout cas. Si on espère que ces pays vont s'ouvrir, se démocratiser totalement, faire la paix tous ensemble et vivre heureux, ça va pas arriver comme ça. La seule vision en fait qui a été proposée souvent c'est le libéralisme économique, qui est la politique en gros étrangère de l'Union Européenne vis-à-vis de l'Europe de l'Est. Ça c'est pas quelque chose qui va fonctionner, oui. Non pas que la méthode ne fonctionne pas, mais que c'est pas ce que les gens là-bas ont envie d'entendre. Ça a peut-être pu marcher dans les années 2000, ça a pu être un appel de phare qui a un petit peu fonctionné à certains moments. Aujourd'hui, ça va pas marcher. Mais peut-être qu'il peut y avoir d'autres choses, peut-être qu'il y a des nouvelles générations qui vont venir, qui vont se dire nous on a marre de ces guerres, mais on a marre aussi du libéralisme, on veut quelque chose de différent. Par contre, qu'est-ce que ça pourrait être? Moi j'en ai aucune idée. Ça viendra plus tard, mais peut-être qu'il peut y avoir de l'espoir plus tard. Mais on ne peut pas le concevoir tout de suite, en tout cas, avec les outils qu'on a. Et est-ce que la géographie physique a une influence sur toutes ces montagnes? Oui, bien sûr. La Croatie, tout simplement, très pro-européen, parce que c'est toute la mer Adriatique. On est juste en face de l'Italie, c'est pour ça que c'est un pays catholique d'ailleurs. C'est mécanique, ils sont en face de la base du catholicisme. A l'inverse, quand on est dans les montagnes, la Macédoine, il y a beaucoup de montagnes, c'est un pays qui va être un peu plus renfermé. Le Kosovo, c'est une plaine. S'il y a une guerre, c'est facile d'envahir le Kosovo.
L'Albanie, pourquoi l'Albanie c'est un état très difficile à gérer? L'Albanie, est-ce que je m'écarte avec l'Albanie? Je vais dans le mauvais sens. Oui, l'Albanie, vous avez Tirana ici, vous avez la mer par là, 99% du reste c'est des montagnes. C'est des gens qui vivent dans des villages, en clans, pour qui en général l'état central c'est le cadet de leurs soucis. Et donc pour peu qu'il y ait 2-3 intérêts qui arrivent à se... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de groupes mafieux qui venaient d'Albanie puis du Kosovo, il y a des choses où la géographie physique aide. C'est qu'on est sur des gens qui, de toute façon, même sous l'Empire Ottoman, c'est une province à moitié autogérée. Le Monténégro c'est à peu près pareil, le Monténégro tant qu'ils restent entre eux, il n'y a pas de problème, on n'essaie même pas de s'en mêler. La Serbie, le nord de la Serbie, la Voïvodine qui est une des provinces qu'on voit là, c'est une région à côté de la Hongrie avec une forte communauté hongroise. Donc typiquement entre les Serbes et les Hongrois qui vivent ici et les Kosovars et les Serbes qui vivent là, c'est déjà pas du tout les mêmes mentalités. Donc oui, ça a eu une influence. Après, est-ce que c'est significatif politiquement? Je sais pas. Sur certains pays peut-être sur l'Albanie, sur la structure du pays, ça peut avoir un impact. Pardon, la Croatie aussi. Mais pour régler le problème entre les Bosniaques et les Serbes, c'est pas tant une question de géographie physique, c'est plus d'ingénierie démographique là où... Enfin c'est de la géographie très physique où on extermine des populations pour être sûr d'avoir les bonnes frontières. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci. À venir mardi 6 décembre pour une conférence sur les dettes publiques, écologiques et sociales par les économistes atterrés. Henri Sterdignan.